J'enregistre ces lignes en direct de Havre-Saint-Pierre sur la côte nord. Oui, c'est vrai, je suis présentement à Havre-Saint-Pierre en tournée avec Catherine Levac. Je regarde par la fenêtre des mètres de neige. Ce sont des murs de neige ici et ça fait mal. J'arrive directement de l'Australie puis j'aime l'hiver, mais le contraste est vif. Et ici, écoute, je ne sais pas combien de temps ça a pris de déneiger. Littéralement, c'est un mur de plusieurs mètres de neige. J'essaie de le décrire. Ça a été coupé. Là. On dirait comme tu as coupé dans la crème glacée. C'est de la neige. C'est de la neige napolitaine. Ici, on a de la neige napolitaine à Saint-Pierre. C'est fabuleux. Et les paysages sont absolument incroyables. D'ailleurs, s'il y a des fans qui nous écoutent de la Côte-Nord, écrivez-moi Facebook, Instagram, sur Adresse sur le tape. Je me demande toujours de où les gens nous écoutent. Et puis, je sais qu'il y en a de partout au Québec. Superbe. Pas beaucoup de gens viennent à Saint-Pierre, c'est quand même hors du chemin battu. Donc, en tout cas, je ne sais pas pourquoi je commence avec ça, sûrement parce que je suis dans le moment présent. Alors, aujourd'hui, c'est l'avant-dernier épisode de la saison de Drette sur le tape. J'ai dit que c'était l'avant-dernier au dernier épisode. C'était faux, c'était un mensonge. Je mens constamment. Ça, c'est aujourd'hui, c'est celui-ci le dernier de la saison. Il faut ride on, OK? Et d'ailleurs, party de fin de saison, parce que là, dans quelques semaines, la fin de saison approche, il y aura le party de fin de saison Drette sur le tape pour les membres Patreon. Il va y avoir un enregistrement devant public, ça va être ça le party, plus un encan avec tous des items signés, des items exclusifs. On va prendre une bière, on va pouvoir jaser. Vous avez la chance de poser des questions directement à l'invité et qui va être une surprise, mais qui sera, je vous le garantis, pas piqué des verres. Et donc ça, c'est pour évidemment les membres Patreon. Là, vous me voyez venir, il y a le lien avec également le gagnant, Maxime Poulain, le premier gagnant de notre tirage mensuel qui a gagné le premier package qui incluait un T-shirt, une POC de recette de la mission Forsberg, mais aussi qui avait un poster de lancer compte original signé de la main même de Régent Tremblay, ou comme on l'appelle, le parrain. Et donc, bravo à Maxime, mais ça peut être vous qui gagnez ce package, ça peut être vous qui êtes au party de fin d'année. Il faut simplement aller sur patreon.com/dreadsultape, $2 par mois, et vous êtes dans les membres Patreon, et dès votre deuxième mois, vous rentrez, votre nom rentre dans le tirage. Ça me tente de vous voir au party, ça va être vraiment le fun. Et puis, donc, à le faire un tour, en fait, c'est $2, c'est vraiment une excuse si vous voulez encourager, vous aimez le podcast, vous voulez l'encourager, vous voulez que ça continue, qu'il y ait une saison 4, 5, 6, 7, allez faire un tour sur Patreon et ça règle la chose. C'est le fun. D'ailleurs, il y a une superbe réponse. Merci à tout le monde. On a parti ça, Police Tom et moi, puis on s'est dit, on va voir tout ça s'il y a un intérêt. Puis oui, il y en a un. C'est super cool. On voit déjà l'excitation. Et ça, je vous rappelle, ça continue tout l'été. À chaque mois, on fait tirer un package dernier vendredi du mois. Le package Drette sur le tape. Donc, allez faire un tour. Patreon.com/Drette sur le tape. Alors, on est présentement d'ailleurs à 83 patrons. Depuis longtemps, on est à 83 au moment d'enregistrer ceci, puis on vise 100, ça serait le fun de se rendre à 100 même avant la fin de la saison. Donc, allez faire un tour sur notre page Patreon, ça vaut la peine, c'est cool. Donc, l'épisode d'aujourd'hui m'amène à monsieur Vincent, non pas Vincent, bon, vous voyez déjà le lapsus. C'est parti, ça allait super bien tout ça. Philippe Le Cavalier, qui est agent de joueur et qui est un ancien joueur lui-même et qui a travaillé chez Bauer, tout ça, et qui est devenu, agent par accident, on va en parler, mais que pour plusieurs est le frère de. Il reste pour plusieurs le frère de, parce que oui, ça donne que son frère, c'est Vincent Le Cavalier, ou en fait, c'est Vincent qui est le frère de Philippe, comme on apprend dans l'épisode, alors que Philippe joue au hockey belle lurette avant, lui qui est même 5 ans plus vieux. Et donc, voilà, il parle un peu de comment ça a été d'être le frère d'eux, mais en fait, c'est ça, je répète, c'est Vincent qui est son frère. Là, c'est la dernière fois que je le dis, si tu n'écoutes pas, il va y avoir des conséquences. OK. Alors, donc ça, j'ai été rencontrer Philippe à l'automne dernier dans ses bureaux à Quartex à Montréal, puis on va en parler, mais c'est des installations assez extraordinaire. Là. J'ai jamais vu ça de ma vie, puis je pense que ça n'existe pas vraiment ailleurs. Et donc, voilà, je vous laisse le découvrir. Je l'ai rencontré le 16 octobre 2018 au bureau Quartex à Montréal. Voici Philippe Le Cavalier. Drette sur le tape avec David Bocage. Je suis présentement chez Quartex avec Philippe Le Cavalier. Philippe, ça va bien? Oui, ça va bien. Merci de nous recevoir dans ton bureau. Ça me fait plaisir. C'est le fun les jerseys de ton frère. On se croirait dans un Jerry Maguire. C'est le fun, un peu le feel du bureau sport. Ouais, toi, t'es le petit ou grand frère de Vincent?
Je suis le petit frère plus vieux. Ah, c'est ça. Ouais. Vincent, il a 6 pieds 4 écarts. Ah, dans ce sens-là, OK. Moi, je suis un petit peu en bas de 6 pieds. Ouais. Puis, mais je suis l'aîné de 5 ans. OK. Vous êtes juste 2 gars? C'est Non, ça? on a une fille entre les deux. Ma sœur, OK. Geneviève, elle a 41. OK. Ton frère, il n'est pas encore 40 ans. Là. Non. C'est ça. Petit Mais- genou, jeune retraité. Exactement. Très jeune retraité. Exactement. Mais on est ici pour parler de toi. Je disais ça au début pour que les gens, parce que c'était place, te resituent. Mais en fait, toi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Parce que tu es aussi dans le monde du hockey, mais pas dans le même domaine que ton frère. Non, moi, je suis agent de joueur de hockey. J'ai commencé ça en 2000. 2000 que tu as commencé à être agent. Parce que toi, tu as joué aussi au hockey. Oui, j'ai joué un petit peu. J'ai commencé mon hockey mineur dans l'ouest de l'île de Montréal. Ça s'appelait North Shore dans le temps. Puis jusqu'au niveau Pee-Wee. Ensuite de ça, je suis allé jouer au Collège Notre-Dame en Saskatchewan. OK. J'ai passé 4 ans là. Donc, j'ai joué mon Bantam, Midget et Juniora là-bas. Il faut expliquer aux gens pourquoi tu es allé là, parce que c'est une des écoles les plus connues au Canada, là, Notre-Dame, pour le hockey, tout ça. Beaucoup de gars qui sont allés là-bas avant de faire la Ligue nationale. Exactement. Dans le temps, Pourquoi un jeune va à Notre-Dame? quand j'étais plus jeune, premièrement, il y avait pas beaucoup d'options au Québec, même dans les environs, là, parce qu'il faut dire que je me suis quand même exilé en Saskatchewan. Ouais. Il y avait les prep schools aux États-Unis, États-Unis, ouais. qui étaient pas beaucoup connus, mais que moi je connaissais grâce à mon père là, qui avait regardé ça un petit peu pour moi dans le temps. Mon père il a joué un petit peu junior majeur. OK. Vous n'êtes pas tombé loin de la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Non, Là. non, exactement. C'était quoi le nom de ton père? Yvon Le Cavalier. Oui, un ancien pompier pour la ville de Pointe-Claire. Est-ce qu'il était un bon joueur de hockey, junior majeur? Ben, on me dit que oui. On me dit que oui, j'ai jamais vu jouer. C'est lui, c'est qui dit ça? Non, pas lui, non. Il s'est jamais vraiment vanté de ça. Là. C'était plutôt mes oncles, des amis à mon père qui l'ont vu jouer quand il était plus jeune. Est-ce que ton père voulait faire la Ligue nationale? Oui. Oui, évidemment, c'était son rêve. Là. Puis, il jouait un peu junior majeur. C'est les Canadiens juniors dans le temps, là, qui étaient, dans le fond, une équipe élite du Québec qui jouait dans la Ligue de l'Ontario. Ouais. Il s'est fait couper vers la fin du camp. Puis ensuite de ça, il s'est retrouvé à Saint-Jérôme. Dans le junior majeur, il s'est blessé. Entre-temps, il avait fait application pour devenir pompier. Puis il a eu sa réponse quand il était prêt à revenir au jeu. Puis il a pris la décision d'entrer dans les pompiers. Un petit peu plus stable. Exactement. Plus stable, puis c'était une job qui l'intéressait beaucoup. Est-ce que tu sentais que ton père, il était toujours un peu pas amer de ne pas en faire Ligue nationale, mais c'est quelque chose que tu dis, tu sentais quand tu étais là? Non, je pense qu'il veut que nous, on la fasse parce que lui, il n'a pas réussi? Ou... Non, pas du tout. Non, pas du tout. Il nous a inscrits au hockey, dans le fond, comme ça, parce que c'était sa passion, un peu le hockey. Il a voulu nous transmettre ça. Puis, j'ai jamais senti de pression genre au hockey. Mon frère non plus, d'ailleurs. Là, c'était plus... tant mieux. Il nous amenait au hockey, puis si ça ne nous tentait pas des journées, ben on n'y allait pas. Puis si ça nous tentait, ben il était disponible pour nous amener. Puis on allait patiner, soit à l'extérieur, nous amenait de patiner à l'extérieur. On avait nos pratiques qui étaient quand même assez régulières là, dans le hockey élite. Plus jeune, on pratiquait 2-3 fois par semaine. On avait 2 matchs par semaine. Mais si ça ne nous tentait pas, ça ne nous tentait pas. Puis si ça nous tentait, ben il était là pour nous encourager puis nous amener jouer au hockey. Ah, c'est parfait. Puis tu sais, fait que tu t'es rendu à Notre-Dame, tu parlais de Notre-Dame, pourquoi on se rend, pourquoi un jeune va en Saskatchewan Comme je disais, il n'y avait pas de sport-études comme aujourd'hui. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup d'options ici. Il y avait des prep schools américains, mais ils jouaient 20-25 matchs par année. Les étudiants étaient obligés de jouer 3 sports. Moi, je trouve ça fantastique, honnêtement, mais moi, ça ne m'intéressait pas à cet âge-là. Je voulais juste jouer au hockey. Donc, la meilleure option devenait le Collège Notre-Dame en Saskatchewan, parce qu'il n'y avait rien de proche. Puis c'est un endroit où est-ce qu'il y a plusieurs joueurs de la Ligue nationale avaient passé. Où est-ce qu'il y avait beaucoup de scholarships aux États-Unis qui étaient donnés également. Donc... Tu savais que ça ouvrait une certaine porte, là. Exactement. Donc, je pouvais continuer. Je pouvais apprendre l'anglais, parce que je parlais pas beaucoup en anglais. Je pouvais aller étudier à l'extérieur de la maison, qu'est-ce qui me tentait. Même à 14 ans, c'est pas tout le monde qui veut quitter la maison, mais moi, ça m'intéressait parce que j'allais faire ce que j'aimais, qui était aller à l'école puis jouer au hockey. T'aimais ça à l'école? J'aimais ça. Oui, j'aimais ça. Je peux pas dire que j'adorais ça, mais c'était correct. Je trouvais ça bien. Il y avait pas, j'avais pas de problème à me lever le matin et aller à l'école. Là. On peut dire que j'aimais ça. Cool.
Fait que tu t'es rendu à Notre-Dame. Parce que tu sais, ton frère était là, Brad Richards était là. Ouais. C'est là que ton frère et Brad sont connus à comme 14 ans. Là, tu sais. Exactement. Ce qui est assez incroyable quand tu penses que deux gars se connaissent à 14 ans puis après ça gagnent la coupe ensemble. Ça arrive pas si souvent que ça. Non, c'est assez spécial. Puis, ils ont joué là-bas, ils ont fait leur Bantam ensemble. La deuxième année, ils ont joué Bantam et Midget 3. Donc, ils ont fait un peu les deux calibres ensemble également. Vincent, il s'est fait repêcher à Rimouski. Brad également. Mais Brad s'est juste joint l'année d'après. Ah. Donc, Vincent a joué à 16 ans, puis Brad, lui, a commencé sa carrière junior majeure à 17 ans. D'ailleurs, ça, c'est un peu spécial parce que toi, tu es allé à Clarkson, l'université aux États-Unis, après. Ton frère, de ce que j'avais entendu, était vraiment supposé aller universitaire, ou c'était presque décidé. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Exactement. C'était pas mal décidé. Il n'était pas encore commis, mais il s'en allait à Boston College. Boston College, qui était une grosse université d'art. Une grosse université où est-ce qu'il n'y avait pas tant de Canadiens dans ce temps-là qui avaient accès. Là. C'était un des rares Canadiens qui avait eu une offre de full scholarship pour aller là. Ben, c'était quand même un joueur de statut exceptionnel. Là. Je veux dire, c'était normal. Exactement. Et donc, on parle de fin des années 90, là, 96 même. Parce qu'il était repêché en 98. Exactement, fait que c'était en 95. Oui, ça avait quand même. Ouais, je pense qu'il avait 15 ans quand il savait pas mal qu'il voulait se diriger vers Boston College. Puis tu rentres à l'université à quoi, 17, genre? Moi, j'ai rentré à l'université, je venais d'avoir 18 ans. OK. Donc, j'ai gradué de Notre-Dame je venais d'avoir 18 ans quand j'ai gradué, puis j'ai commencé l'année d'après, là, après mon grade 12, qui appelle, là, qui est un genre de secondaire 6, si on veut. Ensuite de ça, j'ai entré à Clarkson. Puis, donc, c'est ça, qu'est-ce qui s'est passé pour que ton frère, finalement, quand il avait décidé, Boston College, tout ça, puis finalement, Rimouski est rentré dans le portrait, qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, il avait été... je pense que ça a commencé par un genre de showcase qui s'appelait, je ne me trompe pas, là, le Beantown Classic, ou qui se passait à Boston. Puis c'est là qu'il a commencé à avoir beaucoup d'intérêt des collèges américains, qu'il a commencé à avoir beaucoup d'intérêt des équipes de la Ligue nationale qui le voyaient pour la première fois. Il y avait aussi plusieurs équipes de la junior majeure du Québec qui étaient là. Donc, mon père s'était fait approcher pas mal là, par des équipes de tout genre, si on veut. Puis Vincent, je pense qu'il voulait pas mal se diriger vers les collèges américains. C'était comme dessiné dans sa tête. Mais là, quand il a vu l'engouement au niveau du junior majeur, je pense que c'est quelque chose qui l'a vraiment intéressé. Mon père, il essaie quand même de le diriger vers les collèges américains parce que pour lui, les études, c'était super important. Puis il voulait qu'on puisse continuer à jouer au hockey, mais tout en faisant notre université en même temps. Ouais. Puis, si je me trompe pas, Vincent avait écrit une lettre à mon père lui disant toutes les raisons pourquoi il voulait aller jouer junior majeur. Ouais. Puis, finalement, mon père a accepté, mais il y a une place en particulier qui tentait plus que d'autres. C'était Rimouski, parce qu'il y avait un lien avec la famille Tanguay, puis un des oncles à ma mère qui avait déjà travaillé pour eux dans le meuble. OK. Donc, il savait que c'était des gens qui avaient beaucoup d'allure, des gens de parole, des gens qui étaient respectés de tout le monde. Puis, je pense que c'est ça qui rendait peut-être mon père un petit peu plus à l'aise là, d'accepter qu'il ait joué à Rimouski. C'est vrai parce que ton père avait joué junior majeur lui-même. Oui. Puis souvent, les gens disaient, non, tu veux que tes enfants recréent. Puis lui, non, à l'inverse. Il disait, non, va faire ton... Bien, en fait, ça a beaucoup changé là, depuis son temps, évidemment. Là. Oui. Puis même depuis du temps de ton frère, ça a beaucoup changé. Énormément. Même les 10 à 15 dernières années, là, depuis que j'étais en joueur, ça a changé énormément. Là, les programmes de bourse dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec, les sérieux des équipes au niveau des études pour leurs joueurs. Ça a vraiment changé. Là, ça a fait un 180. Là. Pour le mieux, dans le temps, il y en avait une couple qui allait à l'école par équipe. Maintenant, la plupart des joueurs des équipes vont à l'école. Ceux qui ne veulent pas y aller, c'est parce qu'ils décident de ne pas se donner la peine d'y aller. Parce que tous les outils sont là maintenant. Là. Puis je pense que les équipes font des gros efforts pour s'assurer que tous leurs joueurs sont soit sur les bancs d'école, mais des fois, ils ne peuvent pas non plus leur mettre un fusil sur la tempe là, pour les forcer d'être sérieux puis d'étudier. Mais ils font vraiment tout en leur pouvoir pour leur donner tous les outils pour réussir. C'est drôle, ton frère a écrit une lettre à ton père. Ouais. Mon frère est un bon étudiant. OK. Ouais.
Il travaillait à l'école, mais pas le plus grand travaillant, mais il était très, très doué. OK. Parce que c'est drôle, parce que c'est comme, tu sais, quelqu'un entendrait cette phrase-là hors contexte, c'est de dire, OK, ton frère a joué dans les années 1700. Mais tu sais, le fait qu'il écrive une lettre, je trouve que c'est quand même drôle, tu sais, de dire, OK, j'ai le temps de mettre mes pensées comme clairement par écrit. Ouais. Puis est-ce qu'il l'a donné comme, il l'a-tu comme mis par la poste à ton père ou il a donné? C'est drôle. Écoute, c'est un détail. J'aime la mise en scène. Juste le fait qu'il y a une lettre, j'adore ça. Oui, mais les emails n'existaient pas bien dans ce temps-là. Ouais, ça vrai. commençait à sortir. Ouais, L'Internet commençait à sortir. C'est vrai. Donc, on communiquait comme ça. Ouais. C'était par lettre. Puis, je pense qu'il avait peut-être peur d'avoir la discussion avec lui parce qu'il connaissait un peu la façon dont mon père pensait là, au niveau des études, combiner le hockey et les études ensemble. Puis que chez nous, c'était ça qui primait. C'est ça l'important, c'est les études avant le hockey, même si le hockey prenait beaucoup de place. Donc, je pense qu'il avait peut-être juste peur à la réaction de mon père sur le coup. Donc, par lettre, il était capable de vraiment tout dire de A à Z sans que mon père passe un mot. Oui, c'est ça. Exact, c'est ça. Sans se faire interrompre. C'était quoi les raisons à ton frère qui le poussait vers le junior majeur? Écoute, je pense que grosso modo, il aimait l'école, mon frère, mais son but premier, c'était de jouer dans la Ligue nationale. Je pense il commençait à réaliser à cet âge-là qu'il avait vraiment une bonne chance en se comparant à parmi les meilleurs joueurs, dans le fond, au Canada, aux États-Unis, en allant dans une coupe de showcase comme ça. Puis, il s'est dit, hey, j'ai vraiment une chance, je vais mettre toutes les chances de mon bord en jouant dans le meilleur hockey possible à l'âge de 16 ans. Ouais. Il voulait pas attendre. Il voulait pas attendre d'aller à l'école. Il voulait pas... Parce qu'il y a une période, pour l'université, il y a une période, dans le fond, à tuer là, entre l'âge de 16 et 18 ans. Où est-ce qu'un joueur de haut niveau, il faut qu'il se place dans un calibre de jeu, dans le fond, un peu inférieur au junior majeur pour attendre d'arriver à l'université. Puis là, finalement, jouer contre des gars de 18 à 24, 25 ans. Ouais. Dans le junior majeur, dès l'âge de 16 ans, tu peux jouer contre la plupart des meilleurs joueurs dans le monde de 16 à 19 ans avec quelques 20 ans par équipe. Ouais. Donc, lui, il voulait juste... Sinon, à l'universitaire, il a fallu qu'il aille dans un prep school avant ou quelque chose comme ça, genre? Non, parce que le prep school, c'était Notre-Dame qui jouait le rôle de ce prep school-là. Mais il n'aurait pas pu aller directement à l'universitaire. Il aurait pu... Dans le fond, qu'est-ce qu'il voulait faire, en fait, c'était revenir puis jouer pour les Hawks de Hawkesbury. À Junior 3. Junior A, dans le temps, ça s'appelait la CJHL. De nos jours, ça s'appelle la CCHL. Donc, c'est la Ligue Junior A dans le coin d'Ottawa. Qui est l'équivalent au Québec du Junior 3A. Plus fort. Ça a changé beaucoup depuis les années. Je te dirais que c'était plus fort dans ce temps-là parce qu'il n'y avait pas les règlements qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, les joueurs en bas de 18 ans, il faut qu'ils restent dans leur province. Okay. Dans ce temps-là, il y avait beaucoup de joueurs du Québec qui allaient jouer dès un jeune âge en Ontario ou en Saskatchewan ou au Manitoba. Donc, lui, qu'est-ce qu'il voulait faire? Son plan, c'était d'aller jouer junior A, de graduer du Québec, donc aller chercher son diplôme de secondaire 5. Puis avec son diplôme de secondaire 5, il pouvait passer directement aux universités américaines sans cégep, sans grade 12. Donc, il aurait pu rentrer à 17 ans à l'université. Okay. Et il ne voulait même pas patienter pour ça. Lui, dans sa tête, c'était je vais aller jouer au junior majeur, je vais jouer avec les meilleurs joueurs du monde tout de suite. Je veux compétitionner contre les meilleurs joueurs. Puis de là, je veux être vu parce que son but, c'était de sortir en première ronde dans le repêchage de la Ligue nationale. 98. Est-ce que c'était Bob Hartley qui était à Hawkesbury à ce moment-là? Parce que Bob Hartley a été coach à Hawkesbury. Non, Bob, je pense qu'il était coach avant ça. Je me trompe pas. C'était... Aïe, je me rappelle plus du nom du coach. Le pire, c'est si je cherchais un peu, là, ça me reviendrait. Non, mais c'est pas grave. Si ça te revient, tu me le dirais. C'est un Québécois. Le coach, c'est un Québécois ou un Franco-Ontarien. Oui, parce que Hawkesbury, c'est très francophone. Exactement. Oui, fait qu'on parlait de... Encore une fois, quand je t'ai dit c'est ça un podcast, on passe de cette affaire à l'autre, mais on revient à toi qui a été... Tu as choisi Clarkson. Oui. D'ailleurs, j'ai reçu... Tu es le deuxième que je reçois qui était à Clarkson. J'ai reçu Nicolas Tremblay. Mon podcast était dernier. Oui, Nicolas, il est passé après moi. Oui, plus autour de 30 ans, Nicolas, en termes d'âge. Il était repêché par les Bruins. Oui, j'ai vu jouer Nicolas. Oui. À Clarkson, ça? À Clarkson, oui. En tant qu'agent? En tant qu'agent, oui. En tant qu'agent ou ancien de Clarkson, parce que, veux pas, des fois, j'y retourne, pas en tant qu'agent, mais en tant qu'ancien pour voir mon école, voir mes amis, voir des matchs de hockey. Donc, tu ne l'as jamais approché nécessairement comme agent? Ou... Non, mais je les connais un petit peu. On s'est jasé souvent.
OK. Ouais, une bonne personne. Il fait dire salut. Non, c'est pas vrai. Je l'ai pas parlé. Oui, donc ça, pourquoi Clarkson? Pourquoi Clarkson? Écoute, j'ai quand même été... Je me considère chanceux. J'ai bien fait au hockey quand j'étais plus jeune. Ça allait bien à l'école. J'ai eu beaucoup d'approches de plusieurs universités américaines. Tu étais attaquant, défenseur? J'étais, un peu les deux. Ah! Ouais, j'ai... Mark Streit. Ouais, je sais pas si je peux le comparer à Mark Streit comme style de jeu, mais oui. Brent Burns était aussi. Exactement. Non, mais je me considère pas aussi bon que ces joueurs-là, mais dans le temps, j'étais quand même pas un mauvais joueur. Dans le Bantam, ma première année, j'ai joué à la défense. Bantam 3, ma deuxième année, j'ai joué à l'attaque. J'avais remplacé au midget 3 à la défense la même saison-là. Ensuite de ça, j'ai joué au midget 3 à la défense. J'ai commencé mon année junior A encore à Notre-Dame à la défense. J'ai joué un peu à l'attaque. Je suis revenu, j'ai fini l'année à la défense. Donc, je faisais un petit peu de tout. Je jouais partout. Au centre, à l'aile droite, à l'aile gauche, à défense gauche, défense droite. À part dans les filets, je jouais partout. Quelle position t'aimes le plus jouer? J'aimais plus la défense. C'est pour ça que j'ai voulu passer plus de temps là, mais j'haïssais pas ça, être attaquant aussi. Right. Donc, finalement, Clarkson, tu disais, fait que, le choix vers Clarkson. Le choix... Tu disais, en fait, que tu avais déjà beaucoup d'attractions au niveau des offres. Oui, c'est ça. J'étais chanceux. J'avais des choix intéressants devant de moi. Pourquoi Clarkson? Parce que... Te souviens-tu des écoles qui t'avaient approché? Ouais. À avoir Clarkson? Oui, disons, les finalistes à la fin, là, ceux que je regardais de près, là, il y avait Colorado College, il y avait Cornell University, pas pire. Il y avait New Hampshire, Brown. Ça, c'était plus dans mes dernières, mais j'avais beaucoup de contacts avec d'autres avant, mais c'était plus ceux à qui je parlais à la fin, là, avant de prendre une décision. Tous des choix très louables. Oui. Tu as des bonnes écoles. Brown, très bonne école. Oui. C'était pas nécessairement le programme de hockey que je recherchais. C'est ça, au niveau hockey, c'est ça. Par contre, j'aimais beaucoup l'école, mais quand j'avais cet âge-là aussi, j'avais le rêve aussi de jouer dans la Ligue nationale. J'avais le rêve de continuer de développer, puis je voulais être dans le meilleur programme possible. Donc, ça, c'était un de mes critères pour Clarkson. C'était une très bonne école. Pas aussi bon qu'une école Ivy League. Quand on parle des Ivy, on parle des Harvard, Yale, Princeton, Dartmouth, Cornell. Des écoles académiquement plus demandantes et qui ont un certain stamp, là, si on veut, une certaine étampe d'excellence. Exactement. Dans ce temps-là aussi... Donc, les programmes de hockey se sont améliorés, je pense, depuis ton temps. Là, absolument. Si on peut dire. À part Brown. À part Brown, oui. Brown, j'ai jamais. Il y a eu des petits up and down, là, mais il y a plus de down que de up à Brown, malheureusement, parce que pourtant, c'est plate, là, parce que ça pourrait être un super programme de hockey. Ils ont tout le temps eu de la misère à se relever, mais des programmes comme Cornell sont parmi les meilleurs à chaque année. Que ce soit du côté féminin ou masculin, là, ils ont des très, très bons programmes de hockey. Et une très bonne école aussi, Cornell. Très bonne école. Je pense que Ken Dryden était à la Cornell, si je me trompe Exactement. pas. Exactement. Bref, mais des excellentes écoles. Donc, bref, la raison pour laquelle on va y venir, on va réussir. Ouais. À la fin, c'était entre Cornell et Clarkson. C'était mes deux derniers choix. Malheureusement, dans ce temps-là, encore aujourd'hui, les Ivy League ne fonctionnent pas avec des full scholarships. Ça fonctionnait avec de l'aide financière. Donc, ça a coûté quand même assez cher à mes parents. Puis, ils venaient payer super cher pour m'envoyer au Collège Notre-Dame. Ma sœur, semble la plus vieille, elle avait des activités. Mon frère voulait aller au Collège Notre-Dame aussi. Donc, on a été confrontés à des choix. C'était un choix serré entre les deux. Mais à la fin, il y a une partie qui était financière, mais l'autre partie aussi qui était... en fait, programme de hockey, Clarkson sortait du top 4 aux États-Unis l'année d'avant que je rentre. C'était une très bonne école. C'était à moins de 2 heures de chez moi. Ça faisait 4 ans que j'étais à l'extérieur de la maison, quand même assez loin en Saskatchewan. Là. Donc, il y avait le coach en chef qui était un ancien défenseur. Donc, ça m'attirait beaucoup. Mark Morris. Un défenseur NHL, c'est ça? Non. Okay. Mark avait joué dans la Ligue américaine. OK. Ouais. Maintenant, il coach à l'Université de St. Lawrence, qui est à 15 minutes de l'Université de Clarkson. Oui. Puis, dans le fond, toutes ces raisons-là ont fait que tu as comme... Exactement. Je me suis fait une belle grosse liste de pour et contre. Puis, à la fin, Clarkson était vraiment le choix qui m'intéressait le plus. Puis, tu n'avais pas de regret de ne pas aller à Cornell, dans le sens que c'est quelque chose que tu t'es dit, regarde, je me fais à l'idée que je vois à Clarkson. Je me suis fait à l'idée. Cornell m'intéressait beaucoup, mais
à la fin, je pense que même si on ôtait le côté financier, je pense que quand je faisais ma liste de pour et contre, Clarkson sortait à l'avance aussi. Là. Mm-hmm. Donc, pour moi, c'était mon choix. C'était le meilleur choix pour moi. C'est quand que tu as réalisé que tu jouerais peut-être pas dans la Ligue nationale? Je te dirais que ma première année a débuté so-so, mais j'ai fini très fort. Puis je me disais, hey, Colin, ça va bien, je suis en train de vraiment développer. Je croyais encore avoir des chances là. Deuxième année, ça avait commencé quand même bien. Je me suis blessé au genou. Puis de là, ça a été dur. Ça a été dur de revenir. J'ai été 1 an et demi là, on and off que je sortais du hockey. Ben, je me suis fait opérer au genou aussi. Puis ensuite de ça, ben, quand je suis revenu, j'avais plus la même vitesse. Mon enjambée était moins longue. Donc, ça m'a pris du temps à revenir comme je devais être. Puis rendu là, ben, c'était ma dernière année. Mm. Puis j'avais comme arrêté de m'améliorer. J'avais comme topé. Je pense que j'étais comme au maximum. Puis de qu'est-ce que je pouvais atteindre au niveau là, de mon développement hockey. Puis mélanger avec les blessures, c'était pas un bon mélange. Là. Je comprends. Ton bac était en? J'ai un bac en administration avec une concentration en communication technique et en marketing. Est-ce que déjà tu commençais à penser à l'université achève, qu'est-ce que je vais faire? Oui, je commençais parce que j'avais tout le temps, sans penser que j'allais jouer dans la Ligue nationale, je pensais peut-être jouer du hockey professionnel après. Mm-hmm. Que ce soit dans la Ligue américaine, que ce soit dans l'East Coast, que ce soit en Europe. Je savais pas vers quoi je voulais m'en aller encore, mais je savais que je voulais continuer à jouer au hockey. Puis j'ai réalisé quand même assez vite que j'étais juste trop magané. Je pouvais pas, mon genou, j'étais tout le temps en douleur, j'étais tout le temps sur les Advil, les painkillers, dans le bain froid, la chaleur avant les matchs, avant les pratiques. Puis je pense que j'étais juste plus prêt là, à passer, à continuer de faire ça là, à chaque jour. C'était pénible. Comment tu as trouvé ta première job après? Parce que tu as trouvé le moyen de rester dans le hockey. Oui. À cette université, comment ça s'est passé? Bien, en fait, ça s'est passé. Parce que t'es pas tout de suite devenu agent, c'est ça? Non. C'est là qu'on s'en va. Non, exactement. J'ai rencontré un ancien joueur de hockey du nom de Nicolas Perrault, qui travaillait pour Bauer. Il était représentant professionnel chez Bauer. Puis en fait, je pense qu'il travaille encore chez Bauer. Là. Ça fait un petit bout que je n'ai pas parlé, mais super bon gars. On le salue. Exactement. Il habite au Michigan maintenant. Ah ouais? On a reçu au podcast un gars qui travaille pour Bauer aussi, Anthony Gauvin. Il travaille plus au Québec. C'est un Québécois qui, je pense qu'il a marié une Américaine, il habite au Michigan. Okay. Lui, il a joué au hockey à Michigan State. Ah, ça fait du sens. Donc, c'est un Québécois qui est allé jouer là-bas. Il a commencé lui, il a joué un peu dans la Ligue américaine. Il travaillait chez Bauer. Quand moi, j'étais étudiant à Clarkson, j'ai appris à le connaître là. On est allé manger ensemble une couple de fois. On avait du fun, puis j'ai commencé à parler de son emploi, comment il aimait ça, puis comment est-ce qu'il trouvait ça. Puis je pense que c'était quelque chose que je voulais faire. C'était trippant, qu'est-ce qu'il faisait. Puis ça me donnait l'occasion de rester dans le hockey, mais tout en travaillant. Fait que on dirait que ça donne même pas l'impression que tu travailles parce que tu fais quelque chose que tu aimes. Ouais. Donc, j'ai appliqué pour être représentant comme lui. Je voulais le faire un petit peu là, au niveau de Montréal. J'avais appliqué chez Carou. Dans le temps, Carou, c'était les marques Koho, Jofa. Marques scandinaves. Oui, exactement. Qui existent. Ça n'existe plus, Carou. Qui ont été achetés, en fait. Par CCM, par la suite. Exactement. Reebok, CCM. Exactement. Donc, il y avait Carou, il y avait CCM, il y avait Bauer. Moi, j'avais fait l'application chez Carou, puis chez Bauer. Puis, j'avais décroché un emploi aux 2 places, donc j'ai choisi celui de Bauer qui était un petit peu plus intéressant pour moi. C'était pas comme représentant, par contre, professionnel. Il avait donné l'emploi à quelqu'un d'autre. Puis, par contre, j'ai commencé à travailler dans le field testing. Donc, c'était au bureau de Saint-Jérôme dans le temps. Maintenant, c'est rendu à Blainville, mais c'était à Saint-Jérôme. Puis, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on testait tous les nouveaux produits qui sortaient sur le marché. Donc, toutes les nouvelles inventions, tous les nouveaux produits. Dans le fond, tu jouais littéralement avec ou non? Oui, bien, je jouais au hockey, on testait des produits nous-mêmes, mais on formait des ligues aussi. Puis on allait chercher de l'information ailleurs, que ce soit de clubs universitaires, qu'on leur fournissait plein d'équipements neufs, puis on allait chercher des données pour aider les concepteurs d'équipements à les modifier d'une meilleure façon, d'aller chercher plus de durabilité. Dans le fond, d'enrayer tous les problèmes qui pourraient survenir avec ces produits-là.
Puis c'était vraiment trippant. Là. Je pense que c'est la job la plus fun que j'ai eue de ma vie. J'ai vu tes yeux s'illuminer. Oh, ouais, non, c'était vraiment le fun. J'avais de la misère à payer Bill, mais, mais au niveau. C'était pas une job super payante dans le temps. J'imagine que maintenant, c'est pas mal mieux. Mais, représentant, c'était plus payant. Représentant, c'était plus payant. T'étais-tu à la commission, représentant? J'ai jamais été représentant, en fait. J'ai appliqué pour ce job-là, je l'ai pas eu. Mais j'ai eu la job de field testing. C'est ça qui était le fun, mais moins payant. C'est ça qui était le fun, très le fun. Puis j'ai aucun regret parce que j'ai adoré ça. Mais juste pour vous dire, il a fallu que je redéménage chez mes parents là, après l'université pendant 1 an ou 2, justement, pour... stacker un peu d'argent. Exactement. Puis représentant, ça, c'était comme job, c'était différent? Qu'est-ce que tu faisais? Ben, représentant, dans le fond, il y a représentant pour les magasins. Moi, c'était plus représentant pour les pros que je voulais faire. Puis que j'ai pas eu comme job. Finalement, tu n'auras jamais fait. J'ai jamais fait ce job-là, mais c'est ça qui m'intéressait parce que c'est ça que Nicolas Perrault faisait. Les autres, ils faisaient le tour des équipes de la Ligue nationale, ils faisaient le tour des équipes universitaires, juniors majeurs, pour aller fitter les joueurs. Puis dans le fond, c'était le service aux joueurs amateurs de haut niveau et des joueurs professionnels. C'était un peu un service à la clientèle, puis aussi fitter les joueurs comme il faut, fitter les équipes avec leurs besoins pour les bâtons, l'équipement et ainsi de suite. Donc moi, j'ai jamais fait ça. J'ai travaillé en field testing, puis du field testing... Ça a fait son temps, je pense. J'ai adoré ça. Mais après 1 an et demi, 2 ans, ça fait à peu près 1 an et demi, il y a eu une ouverture qu'il y avait au Global Marketing, au bureau de Montréal, pour Bauer. Donc, je me rapprochais de la maison parce que j'habitais à l'Île-Bizarre, puis je voyageais à Saint-Jérôme à chaque jour. Là, je m'en allais à Montréal sur des carrés, donc c'était pas mal plus facile d'accès. Puis c'était un job qui était un petit peu plus intéressant aussi parce que c'était dans quoi j'avais étudié. Puis... c'était, dans le fond, la prochaine étape, je pense, dans ma carrière, dans ma jeune carrière. Puis, j'ai adoré ce que je faisais là. C'était le Global Marketing, donc je m'occupais de tout ce qui était les bâtons et les produits protecteurs. Donc, épaulettes, coudes, pantalons. Pas les patins, pas les casses. Il y avait des gens qui s'occupaient de ça spécifiquement. Moi, c'était vraiment l'équipement protecteur, les bâtons et les accessoires. Fait que j'ai commencé avec des accessoires. Fait que toutes les petites gogosses que les compagnies peuvent vendre, là, des matelas à patins. Fait que je m'occupais du marketing pour ça. Des matelas à patins? Oui, tu sais, quand on... Des protège-lames, genre? Non, des petits tapis à patins. Oh mon Dieu! Donc, dans le temps où j'ai dit matelas, mais c'est un tapis à patins. Les protège-lames, les bouteilles d'eau... Les affaires que les gens avaient dans leur sac dans le temps où les planchers d'aréna étaient encore en ciment. Exactement. Des produits d'arbitre aussi. Je m'occupais des produits d'arbitre. Puis finalement, j'ai ajouté les produits protecteurs, donc les épaulettes, tout ça, ensuite les bâtons. Puis on était 2 qui travaillaient là-dedans, puis pour ces produits-là spécifiques. Puis j'ai vraiment adoré ça. C'était vraiment le fun. Comment tu t'es ramassé? Parce que tu étais là-dedans une couple d'années, la transition à ça. 4 ans à peu près en tout, là, chez Bauer. On s'entend, tu étais dans la business de l'équipement, c'est une chose. Mais agent, c'est un autre univers. Là, ça n'a même pas rapport, à part, oui, le hockey, mais encore là, c'est vraiment pas le même job. Comment tu te ramasses à être dans l'équipement chez Bauer à devenir agent? Parce qu'il y a vraiment un gap. Là, en fait, il y a un gars du nom de Kent Hughes. Qui est par rapport avec un peu Quinn Hughes ou Jack Hughes? Non, pas du tout. Okay. Même nom de famille, mais Kent, c'est un gars de Beaconsfield. Son frère Ryan Hughes, il a joué un petit peu pour les Nordiques de Québec, les Bruins de Boston. OK. Les années 80-90? Oui, les années 90. Okay. Puis Kent, ça a été mon coach de hockey avec son frère Ryan. Puis Brad Lazell. Brad, c'était un ancien choix du Canadien, c'est un défenseur qui jouait à RPI dans le temps. C'était quoi son nom? Brad Lazell. Brad Lazell? L-A-Y-Z-E-L. Ça a l'air d'un nom qui se dit vraiment bien, c'est pour ça que je voulais le mémoriser. Ouais. Puis ces gars-là me coachaient dans le hockey de printemps. Dans le temps, ça s'appelait les Selects du lac Saint-Louis. On allait faire des tournois un petit peu partout, là, en Ontario, au Québec, puis aux États-Unis. Fait que j'ai appris à connaître ces gars-là. Ils étaient un petit peu plus vieux que nous autres. Puis Kent, lui, avait été à l'université de Middlebury, jouer au hockey. Ensuite, il a joué un petit peu du hockey professionnel en Europe. Puis il était devenu agent. Pendant qu'il faisait son droit à Boston College, il travaillait pour une agence là, de Boston qui représentait des joueurs comme Tom Pody, Grant Fuhr, Cam Neely. Puis il est parti à son compte. Donc, quand il est parti à son compte, il m'a donné un coup de téléphone quand j'étais encore à Clarkson.
Donc, je n'avais pas commencé à travailler pour Bauer encore. Donc, l'idée d'agent était déjà un peu dans ma tête. Elle commençait à se développer un petit peu. Parce que, bon, Ken, je connaissais, il me demandait un coup de main parce qu'il y avait 2 joueurs dans mon équipe dans le temps qui s'en allaient dans les rangs professionnels puis qui voulaient obtenir comme client là, un coup qui sortait de l'université. Puis, il m'avait demandé de faire un peu l'introduction de ces joueurs-là. Oui, présente-moi ces gars-là. C'était Dan Murphy, qui a joué dans la Ligue américaine dans le temps là, à Québec. C'était-tu les Rafales ou... Citadelle? Ouais. Exactement. Je pense qu'on a peut-être même eu les 2 noms. Ouais. Puis, il a joué dans la Ligue américaine. Là. C'était un excellent gardien dans la Ligue américaine. Gardien, OK. Oui, un gardien de but. Puis, il y avait Gregor Baumgartner qui a fini par aller junior majeur aussi. OK. Puis, j'avais joué avec eux autres à Clarkson. OK. Donc, Gregor, ça avait été le plus jeune joueur universitaire de l'histoire, je ne me trompe pas. De NCAA. Il avait commencé à 16 ans. Très, très talentueux. Il était juste trop jeune, je pense, quand il a commencé. Ouais, c'était un petit peu découragé parce que là, tu sais, un gars de 16 ans qui joue contre des gars de 22, 23, 24 ans. Pas de sens. Non, c'était quasiment pas humain pour lui. La définition de brûler un joueur. Exactement. Mais il était tellement avancé à l'école, c'est un jeune extrêmement intelligent qu'il ne voulait pas attendre, il voulait commencer l'université tout de suite. Il pensait être capable de faire le saut, mais finalement, ça a été un peu trop difficile, je pense. Donc, il a changé de voie, il est allé vers le junior majeur. Mais pour faire une histoire courte, pour revenir à la question, Gregor et Dan, donc Gregor Baumgartner puis Dan Murphy sont devenus des clients de Kent Hughes. Okay. Donc, c'est un petit peu là, ma première introduction exactement dans le monde des agents. Puis ça en est juste resté là. Ouais. Puis, quand je travaillais chez Bauer, Kent m'a donné un coup de téléphone dans le temps que mon frère cherchait un nouvel agent. Donc, c'était à quel moment, ça? Ça, c'était durant son premier contrat. Donc, je pense après sa 2e saison dans la Ligue nationale. OK. Parce qu'il voulait changer d'agent? Oui, exactement. Pour quelle raison un joueur veut changer d'agent? Sans rentrer dans les détails, je pense qu'il était prêt à quelque chose d'autre, quelque chose de différent, qui le rejoignait un petit peu plus. Puis, c'était qui son ancien agent? C'était la firme Jean Deck. OK. C'est-tu québécois? Avec c'est Robert Sauvé. OK, oui, Bob. Daniel Sauvé, exactement. Bob. Exactement. Donc, il cherchait un nouvel agent. Il cherchait un nouvel agent, puis il m'avait demandé un coup de main pour identifier des gens que je connaissais un petit peu déjà, mais plus pour faire des introductions. Parce que quand je travaillais chez Bauer, je travaillais aussi avec des joueurs professionnels en marketing. Puis, j'ai appris à connaître un peu des agents durant mon temps-là. Fait qu'il m'a demandé un petit peu là, de faire certaines entrevues aussi avec ces agents-là avant qu'ils fassent un choix final. Mm-hmm. Donc, il a rencontré puis parlait à des grosses firmes. Puis Kent, pendant qu'il était dans ce processus-là, m'a appelé puis il m'a demandé, il dit, Philippe, tu sais que tu m'as déjà été dans le passé, mais tu penses-tu que tu pourrais avoir un meeting avec ton frère? Puis je savais que c'est pas qu'est-ce que mon frère recherchait. Il cherchait plus une grosse boîte. Avec une compagnie qui avait beaucoup de clients. Puis finalement, j'ai parlé d'aider à mon frère, parce que Ken, dans ce temps-là, il représentait juste quelques joueurs. Il y avait 3-4 joueurs qui étaient des joueurs de la nationale et quelques-uns dans la Ligue américaine, parce qu'il était parti à son compte, il était parti tout seul. C'est difficile. Oui, c'était difficile. Mais finalement, Kent, quand il m'a appelé, il était quand même, il était en processus, il venait de s'associer dans le fond avec une firme de la Floride qui s'appelait Impact Sport. Okay. Puis eux autres représentaient beaucoup des joueurs de football, basketball. Donc, ils grossissaient, ils mergeaient avec quelque chose de plus gros. Exactement. Fait qu'il y avait du football, baseball, basketball, puis ils ajoutaient la section hockey avec Kent. Okay. Donc, mais c'était vraiment au stage infantile, là, si on veut, de la compagnie au niveau hockey. Ah ouais. Mais Vincent voulait vraiment, honnêtement, il voulait même pas le rencontrer au début. Puis j'ai dit à Vincent, écoute, je suis un petit peu mal à l'aise, là. C'est quand même mon ancien coach, il a tout le temps été bon pour moi. Il dit, je peux juste te demander que, rencontre-le, puis si ça marche pas, au moins tu te dis, regarde, j'ai choisi quelqu'un d'autre, mais au moins tu vas y avoir fait la courtoisie d'au moins le rencontrer. Il dit, OK. Fait que finalement, il est allé rencontrer, puis ça a été sa plus longue rencontre. Il voulait faire un in and out, là. Peut-être d'1 heure. Ouais. Puis finalement, ça a duré au moins 6 heures, 6h30 de temps, cette rencontre-là. Puis, t'étais-tu là? Oui, j'étais là. Okay. J'étais là à la rencontre. Puis, de quoi tu jases pendant 6h30? Écoute, c'est justement ça. C'est pour ça que Vincent a arrêté son choix sur eux autres. Il était tellement détaillé
sur tout ce qu'il voyait pour lui, où est-ce que les choses s'en allaient. Il parlait de plein de scénarios différents qui pourraient s'en venir dans son prochain contrat au niveau marketing. Puis, dans le fond, sans le savoir, c'est exactement ça qu'il cherchait, c'est exactement ça qu'il voulait, qu'il pensait retrouver ailleurs dans les grosses compagnies, mais que même dans ces grosses compagnies-là, il n'y a personne qui avait parlé de ces choses-là spécifiques. Donc, il a vraiment été impressionné, mais je pense qu'il y avait quand même quelque chose en dedans de lui qui dit « est-ce que... » Tu sais, c'est-tu vraiment ça que je veux faire? Mais en sortant du meeting, il m'a regardé et il m'a dit « Écoute, Phil, c'est avec eux autres que je veux aller. » Puis ça ne m'a pas surpris parce que ça avait tellement été une belle rencontre là, que j'étais pas surpris. Je n'étais pas surpris du tout. Fait que finalement, Vincent a commencé à travailler avec eux autres. Puis quelques mois plus tard, Kent m'a donné un coup de téléphone. Puis il m'a dit « Écoute, Philippe, parce qu'il habite à Boston. C'était un Montréalais, mais qui habitait à Boston. Ouais. Il y avait quelques enfants déjà, des jeunes enfants qui venaient d'avoir des enfants. Puis il y avait déjà des clients aussi qui jouaient junior majeur au Québec. Puis le voyagement, tout le temps, ça en venait tellement difficile pour lui. Entre Boston et Montréal, en auto, tout le temps, pour venir voir ses clients avec une jeune famille. Il voulait focusser aussi sur le marché de Boston. Puis il avait besoin de quelqu'un, je pense, au Québec. Donc, il m'a demandé quelqu'un de temps plein, si on veut. Donc, il m'a demandé si ça m'intéressait là, de peut-être venir travailler pour lui. Fait qu'on a discuté un petit peu ensemble, puis ça m'achalait un petit peu parce que ça m'intéressait beaucoup. D'un autre côté, j'aimais tellement mon travail chez Bauer que ça me faisait peur de quitter quelque chose que j'aimais tant que ça, sans savoir, dans le fond, si vraiment j'allais aimer ça, être agent de joueur. Ouais. Parce que l'idée d'être agent, je pense qu'elle est vraiment intéressante pour bien du monde. Parce que je reçois plusieurs appels par semaine de gens qui veulent soit travailler comme agent, qui veulent travailler pour nous autres, qui sont à l'école, des gens à l'école ou des gens en droit qui veulent se diriger vers le droit du sport ou pour devenir agent. Et je pense que ces gens-là ne savent pas c'est quoi. T'sais, ils pensent que c'est super sexy, c'est super le fun comme job. Puis ça l'est, là. Ça l'est, il y a comme dans n'importe quel travail, il y a des parties qui sont vraiment, vraiment le fun, mais il y a des parties qui sont pas mal plus difficiles aussi, puis les gens ne le réalisent pas. C'est quoi l'affaire que tu t'expliques aux gens qui t'approchent pour être agent, que faut que tu leur expliques, qui font « Ah, OK, c'est quoi l'affaire qui ignorent le plus à propos de la job que tu dis? À tout le monde qui pense qu'ils veulent être agent, sachez ceci. » Le temps que ça prend pour faire ce job-là. C'est pas du 9 à 5? Non, c'est pas du 9 à 5. C'est 7 jours par semaine tout le temps. J'ai été 10 ans sans prendre de vacances quand j'ai commencé là-dedans, parce que j'aurais-tu pu en prendre? Peut-être que oui, mais pour moi, c'était impensable parce que j'étais en train de bâtir quelque chose avec Kent, puis pour moi, il fallait que pour avoir le succès que j'avais besoin d'avoir, il fallait que je sois tout le temps sur la job, que je lâche pas, je voulais savoir mes clients, j'étais tout le temps là, j'étais tout le temps disponible. Ça fait pas si longtemps que ça que j'ai commencé à prendre des vacances, là. Une semaine ici par année, puis après ça, c'est devenu 2 semaines. Fait que maintenant, je prends les 2 semaines par année à peu près, des fois 2 semaines et quelques jours. Mais c'est difficile pour la vie familiale aussi, parce que ça prend une bonne femme qui est compréhensive, parce que quand tu as j'ai 2 enfants, puis quand tu as des jeunes enfants, puis ton mari est tout le temps parti, là, c'est pas facile. C'est pas facile pour elle. Puis c'est pas facile pour moi non plus, parce que je m'ennuyais de mes enfants des fois. Là, je partais sur la route 2, 3 jours, 4 jours. Là, je revenais, oups, il fallait que je reparte encore. Fait que j'ai manqué beaucoup de choses que je voulais pas manquer à la maison. Donc, oui, il y a quelque chose qui est vraiment le fun, puis je me vois pas vraiment faire quelque chose d'autre, puis je n'aurais pas vu faire quelque chose d'autre. D'un autre côté, il y a des sacrifices qui viennent avec ça. C'est ça. Puis c'est ça que le monde ne comprenne pas. Il faut que tu aimes ça pas mal plus pour faire ça. Exactement. Tu peux pas punch in, punch out dans une job comme ça. Impossible. Si tu le fais, tu n'as pas de succès. Et tous les agents qui ont du succès dans ce business-là, c'est des gens qui travaillent super fort, qui sont tout le temps dans les arénas, qui sont tout le temps à l'écoute de leurs clients, qui ont tout le temps leur téléphone sur eux, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il y a des urgences tout le temps, le soir à 11 h, à minuit, à 1 h du matin. C'est pas mal plus tough que le monde pense. C'est pas évident tout le temps. Fait que Ken t'appelle, dit « Hey, t'entends-tu venir travailler? J'ai besoin de quelqu'un au Québec. » Toi, tu dis « J'ai une bonne job. » Ben, j'ai une bonne job. Surtout, j'aimais ça. J'adorais ce que je faisais. Là. Je quittais pas un emploi parce que j'aimais pas ça. C'est pas parce que t'étais malheureux. C'est juste non. une offre
Intéressant. Ça. Exactement. Puis j'ai vu ça un petit peu comme une façon de monter dans le monde du sport. Ouais. C'est pas nécessairement dans la compagnie où j'étais, mais vraiment dans le monde du sport. Puis je savais pas que ça allait me mener. Est-ce qu'un jour, j'aurais aimé ça devenir coach? Oui, j'ai eu des opportunités. Peut-être assistant DG, DG d'une équipe junior majeure, assistant DG dans la Ligue nationale. C'est encore des trucs qui t'intéressent aujourd'hui? Pas mal moins. Le coaching, je te dirais, ça m'intéresse, mais peut-être plus du côté amateur, plus jeune, à ma retraite. Ouais. Pas quelque chose que je veux faire en ce moment. Ouais. Ça va bien, mais quand tes gars, je sais pas si t'as des gars ou des filles, quand tes enfants vont vieillir, peut-être tu vas être coach. Ben exactement. Ben, mes enfants sont déjà un petit peu plus vieux. Là. Mon gars, il vient d'avoir 17 ans. Ah! Ouais. On se vole. Ouais, mon gars a 17, ma fille a 14 ans. Ah, OK, mais tes enfants sont vieux. Je pensais que tu avais des enfants de 8 ans. Ouais, non. 17 ans, mon gars il est à Stansted College. Lui joue au hockey là-bas, puis il étudie là-bas. OK. Tu as eu tes enfants, ça veut dire vingtaine, mi-vingtaine ou quelque chose? Ouais, 26 ans, j'ai eu mon fils. Ah. Bon. Puis une couple d'années plus tard, j'ai eu ma fille en 2004. Donc 2001 et 2004. Puis ton gars joue au hockey, tu dis? Oui, mon gars joue au hockey à Stansted College. Puis ma fille aussi. Ma fille vient de quitter la maison cette année aussi. Là. Oh! Pas trop loin, par exemple. Elle est à Cornwall. Pas en Saskatchewan? Non. Ontario Hockey Academy. OK, elle joue elle aussi au hockey? Oui, elle joue au hockey féminin. Elle était dans le hockey masculin toute sa vie, dans le fond, à part cette année, qui est sa première année dans le hockey féminin. Qui ont un très bon programme là-bas, puis qui n'est pas trop loin de la maison. Fait que c'est... 3e génération, le virus du hockey voyage à Exactement. ton père, toi, tes enfants. Exactement. C'est pas à Stansted College qui a été repêché, Mark Jankowski? Exactement. Ouais. Oui, même école. Mais qui a été repêché finalement en première ronde par les Flames. Là, il joue Ligue nationale en ce moment. Exactement. Mais c'était très rare qu'un gars se fasse repêcher d'une ligue secondaire au Québec, dans la Ligue nationale. Oui. Il faut dire, c'est une équipe, c'est une école au Québec, mais qui joue la plupart de leurs matchs aux États-Unis. Oui. Parce qu'ils sont vraiment sur la frontière des États-Unis. Là. C'est au Québec, mais vraiment en Estrie, mais vraiment sur la frontière du Vermont. Mon fils peut sortir de son dortoir, marcher pendant à peu près 2 minutes puis être aux États-Unis. C'est vraiment, vraiment à côté de ces lignes. Qui marche avec son passeport dans les poches. Exactement. Puis, donc, après ça, pour dire, tes enfants sont rendus quand même vieux, mais tu les as pas coachés. Oui, tu les as coachés, OK. Oui, j'ai coaché. J'étais quasiment un coach zombie, là, parce que eux autres, dans le temps, surtout quand ils étaient plus jeunes, c'est là que j'ai coaché, quand ils étaient pré-novice, novice à tombe. Puis oui, un petit peu, mais après ça, j'ai lâché. Là, rendu. Puis oui, première année, ça a été la dernière année que j'ai coaché mon gars. Puis j'étais surtout assistant parce que je ne pouvais pas tout le temps être là en tant que coach. Mais qu'est-ce qui était le fun dans le temps, c'était que les pratiques étaient de bonne heure le matin. Mais des fois, j'arrivais le soir d'un match, disons un vendredi soir, j'étais à, je sais pas moi, Québec ou Rimouski. Fait que mon gars était sur la glace le lendemain. Oups. Donc, après le match, des fois, j'arrivais à 3h, 3h30 du matin. Je me couchais, je me levais à 6h parce qu'il y avait une pratique à 7h le matin. Donc, c'est pour ça que je m'appelais le coach zombie un petit peu. Là. Puis après ça, je revenais à la maison, je me couchais 1h, puis après ça, je repartais à un autre match de hockey. Papa, donc, pourquoi t'es jamais de bonne humeur? Arrête de me parler! Je suis fatigué. Non, exactement. Puis, mais j'essayais de m'impliquer le plus possible parce que j'étais tellement pas là que je me voyais pas avec mon bagage de hockey, de ne pas m'impliquer, puis de ne pas être là pour mes enfants. Mais finalement, j'étais là pour les enfants des autres aussi. Ouais. Parce que je coachais autant les autres que je coachais mes enfants, mais au moins, c'était du temps à passer avec les autres, puis je voulais qu'ils se rappellent de ça aussi, là, que je n'étais pas juste le père qui était tout le temps parti pour sa job, mais que même quand j'étais parti, après ça, quand je revenais, ben j'étais là pour eux autres. Dans qu'est-ce qu'ils aimaient faire. Est-ce que ton gars regarde vers le réseau universitaire américain? Oui, en ce moment, c'est ça qu'il regarde. Il est considéré un petit peu junior majeur. Parce qu'en fait, son oncle a joué junior majeur. Son oncle, mon frère Vincent. Il y a son oncle, le frère de ma femme, également a joué junior majeur. Donc, c'est quelque chose qu'il voulait quand même explorer un petit peu. Mais où est-ce qu'il était rendu dans son développement hockey? Puis, dans le fond, ses buts plus tard dans la vie. Le junior, je voyais un petit peu moins. Donc, il a décidé de tenter sa chance du côté américain.
Mais c'est pas chose faite encore. Il y a quand même du travail à faire encore. C'est pas tout le temps facile d'avoir un scholarship. Là. Donc, ça peut prendre des années. Donc, il va graduer. Là, il est en secondaire 5 cette année. Il va faire sa 12e année après. Puis après sa 12e année, il risque d'avoir à jouer une année ou deux encore juniora en espérant décrocher un scholarship. Okay. Est-ce que tu penses qu'il y a le calibre pour aller jouer au universitaire? Je pense qu'il y a le potentiel pour le faire, mais encore beaucoup de travail à faire. C'est pas, comme je disais, c'est pas facile. Il faut qu'il travaille l'été, il faut qu'il travaille l'hiver. Il faut vraiment qu'il continue d'améliorer les choses qu'il a améliorées pour se donner une chance de pouvoir avoir de quoi là, du côté américain. Tout le monde n'est pas Vincent Lescavaliers. Non, c'est pas donné à tout le monde. Puis, dans le fond, des fois, c'est qu'est-ce que je me dis, c'est ce que ça donne une pression à mon gars aussi. Oui, c'est ça. Mon père, il jouait les collèges américains, il était agent de joueur de hockey. Mon oncle a joué dans la Ligue nationale. Mon grand-père a joué junior majeur. Est-ce que tu en as parlé, ça, de la pression de... Oui, mais écoute, je pense... S'il y en a une, ça serait une pression qu'il se donne à lui-même. Ouais. Parce que moi, ma femme, on n'a jamais mis de pression là-dessus. Ça a tout été... tu vas à l'école, tu t'occupes de ça en premier, puis après ça, c'est le hockey. Puis au hockey, ça a tout été, travail fort et du plaisir. Puis qu'est-ce qui va arriver, va arriver. Puis ça n'arrive pas, ça n'arrive pas parce que c'est pas donné à tout le monde. Ouais. Son autre famille, c'est les Cavaliers, j'imagine? Oui, exactement. Les gens, ils demandent « Hey, t'es-tu le... » Oui, c'est sûr que ça arrive souvent. Fait que c'est pour ça que je me dis, est-ce qu'il se met une pression sur lui-même? C'est possible. Inconsciemment, ça finit par rentrer. Inconsciemment. Je pense pas qu'il s'en met une. Je pense pas qu'il se dit, il faut que je me rende à la Ligue nationale parce que mon oncle s'est rendu à la Ligue nationale. Ouais. Mais peut-être au niveau juste de la performance, peut-être qu'il se met une pression, mais j'espère que non, parce que c'est pas ça que je veux. Non. Je veux qu'il y ait du fun à jouer au hockey, parce que avant tout, c'est un jeu. Ouais. Puis il y en a juste quelques-uns qui sont appelés là, à jouer les grosses ligues. Puis quand tu es allé finalement travailler pour l'agence, parce que toi, tu as fini par devenir l'agent de ton frère, t'es-tu tout de suite devenu l'agent de ton frère? En fait, non, parce que c'est une affaire qu'on a mis au clair dès le début. C'est que c'était Kent qui allait être son agent, qui allait s'occuper de lui. J'ai fait quelques trucs marketing pour lui là, au Canada. Mais moi aussi, je voulais garder ça séparé. Je voulais que mon frère soit mon frère et non... je ne voulais pas être un employé de mon frère. Ouais. En fait, je voulais pas qu'il soit mon client. Puis, je pense que ça a été une bonne décision. Puis ça m'a permis d'apprendre aussi, parce que je commençais dans le business. Kent m'a aidé à comprendre des choses à travers mon frère, à travers la carrière de mon frère. Oui, j'ai émis des opinions. Oui, mon frère m'a demandé mon opinion. Oui, mais c'est pas moi qui s'en occupait. Ça a tout été Kent. Justement pour ça, je voulais que mon frère reste mon frère et qu'il ne devienne pas un client. Mais il est arrivé un moment où tu es devenu son agent? Non, pas du tout. Jamais? OK. Jamais. Okay. Comme j'ai dit, j'ai fait des choses, j'ai fait des appels, j'ai aidé dans plein de situations, mais ça a tout le temps été Kent. OK, je pensais, j'avais lu que Manny t'étais... Parce que beaucoup je pense que c'est les gens qui disaient ça. Ouais, les gens disaient ça. L'agent de Vincent, mais c'est pas vrai, dans le fond. Non, puis tout le temps, j'ai jamais voulu laisser... entendre que j'étais son agent. J'ai tout le temps été clair là-dessus aussi. C'est pas moi qui s'en occupe. C'est des interprétations qui ont été faites. Exactement, parce que oui, il fait partie de l'agence pour laquelle je travaille, mais c'était pas mon client personnel. C'était le client de Kent. Kent Hughes s'occupait de Vincent, puis Philippe Cavalier, lui, il bâtissait la compagnie à côté aussi, en allant recruter des joueurs, puis je bâtissais ma propre clientèle. Y a-t-il des moments où justement, il y a eu une interférence, tu fais ça m'énerve là, que la business rentre. Y a-t-il des moments où tu as trouvé ça difficile, que ce soit ton frère, mélangé avec le travail? Non, pas du tout. Non, c'est pas arrivé. Honnêtement, même pas une fois. Bon, tant mieux. Non. On a parlé de ton fils, qui, lui, le nom Le Cavalier. Ouais. On remonte d'une génération. Toi, pour beaucoup de monde, t'es le frère de. Oui. C'est difficile de parler de ta carrière sans parler de ton frère parce que c'est relié malgré... toi, avec la job, on rentre dans le bureau, il y a des chandails de ton frère, vous faites partie de l'agence où tu travailles. Bon, c'est ça. Comment tu as trouvé ça, toi, être le frère de? Je recule là, quand tu étais plus jeune, là, même avant que tu deviennes agent, tout ça, en grandissant, être le frère de? En grandissant, c'était Vincent qui était mon frère, c'était pas moi qui étais son frère. Ah, t'es arrivé avant, premièrement? J'étais arrivé avant, j'étais plus vieux que lui, j'étais quand même... je faisais quand même bien au hockey. Ouais. Puis même si mon petit frère était vraiment bon, j'étais
le joueur de hockey dans la famille, si on veut. Ouais. Vincent, il jouait, mais il était tout petit. On avait 5 ans de différence. C'est le petit frère. Ouais, Il était bon, mais j'étais quand même le joueur de hockey, dans le fond, dans la famille, parce que j'étais dans les niveaux plus hauts qu'il était. Je te dirais que ça a commencé... Ça a plutôt commencé au niveau junior majeur, là, à son année 16 ans, un petit peu, puis peut-être plus, même à son année de repêchage, quand il est devenu un premier choix overall. C'est là que c'est « Ah, t'es le frère de Vincent ». C'est là que ça a vraiment commencé. Puis ta question, c'était comment... Ouais, parce que en fait, c'est que ma question, c'est quand tu as vécu ça en grandissant, mais là, visiblement, tu sembles dire que c'est arrivé plus tard. Ben, j'étais adulte déjà. Fait que quand ça a commencé... Moi, j'ai jamais ressenti d'autre que de la fierté. Ah, c'est honnêtement, j'étais vraiment content pour lui. Ouais. J'étais capable d'un peu... peut-être même vivre certaines choses à travers lui parce qu'il nous invitait dans des événements. Oui, c'est ça. J'allais dire, c'était quoi les bons côtés, justement? Oui, ben exactement. Il nous invitait dans des événements, on allait le voir jouer, il nous faisait visiter des chambres de hockey, il nous faisait rencontrer du monde intéressant, puis des personnalités, des acteurs, toutes sortes de choses. Fait que moi, j'ai tout le temps vu ça plus comme un avantage. Ouais, il y a du monde qui m'ont déjà demandé hey, t'es-tu jaloux de ton frère? T'sais, je me demandais dans ma tête, est-ce qu'il est sérieux? Il me demande si je suis jaloux de lui. Non, pas du tout. Je suis juste content, je suis fier. Est-ce que j'aurais aimé ça jouer dans le national? Absolument. Mais ça n'a pas rapport avec ton frère? Pas tout. C'est quoi l'affaire la plus cool que tu as vécue? Tu as dit, hey, ça c'est cool. Justement, quand tu rencontres du monde, tu arrives à des shows, des affaires, des événements, tu dis, hey, ça c'est cool d'avoir vécu ça, puis que c'est arrivé à cause de ça de ton frère. Ben écoute, je te dirais qu'une des affaires vraiment le fun qui m'a marqué, c'est que j'ai joué, grâce à mon frère, j'ai joué au golf avec Will Smith. Avec Men in Black. Oui, exactement. Ça, je peux te dire que c'est comme... C'est l'événement pour moi qui était le plus fun parce que quand j'étais plus jeune, j'écoutais tout le temps le Fresh Prince of Bel-Air. Ouais. Donc, pour moi, c'était comme wow. Les joueurs de hockey, pour moi, ça n'a jamais été wow parce que j'étais dans ce monde-là, à part des gars que j'ai regardé jouer quand j'étais plus jeune, que des fois même encore, tu sais, je voyais voir, je dis, hey, c'est tel gars. Parce que comme je les voyais... Comme qui? Comme qui particulièrement, ces gars-là qui t'impressionnaient, là, qui t'impressionnent encore? Ben, tu sais, j'ai déjà vu... j'en ai vu plusieurs, mais tu sais, des Mario Lemieux que j'ai rencontrés à cause de mon frère, mais Mario, je sais même pas si... Il ne connaissait pas j'étais qui dans ce temps-là. Il ne savait pas j'étais qui. Puis même aujourd'hui, on a juste un client à Pittsburgh. Fait que c'est pas comme si je le côtoyais tout le temps. Mais voir Mario Lemieux, voir Wayne Gretzky, quand il coachait mon frère dans des événements de Hockey Canada, c'est plus ces gars-là, de cette génération-là, qui m'impressionnent. Puis m'impressionnent encore aujourd'hui quand je les vois. Par contre, quand je vois les autres joueurs de hockey aujourd'hui, ben, pour moi, c'est des kids. Là. C'est des gars plus jeunes. Fait que ça m'impressionne pas du tout. C'est plus les gars de 17 ans. Exactement. Les gars de 17 ans, même 25, 30 ans qui sont dans la Ligue nationale aujourd'hui, ça m'impressionne pas pantoute. Mais les Mario Lemieux, les Gretzky, ces joueurs-là, ben ça c'est les gars qui m'impressionnent encore. Si je voyais Mario Lemieux, je pense que je pleurais. Non, mais juste dans le sens, c'est Mario Lemieux. C'est des monuments. Là, il n'y en a pas d'autres comme ça. C'était quand, je veux que tu me racontes la fois où tu as joué au golf avec Will Smith. OK. Ben, c'était juste, si je me trompe pas, là, ça a été vite. Là, c'était un genre de 7 trous. Puis, dans quel contexte? C'était avec l'agence, avec c'était pas pour Impact une fondation, Sport. Là. Non, c'était avec Impact Sport dans le temps, avec qui Kent Hughes était associé, avant que je commence à travailler pour eux autres. C'était à Los Angeles, dans le fond. J'avais été avec Vincent pour les rencontrer une deuxième fois. Puis... un des propriétaires de la compagnie Impact Sport était Dwayne Martin, qui est un acteur, réalisateur américain, qui était vraiment, vraiment bon ami avec Will Smith. Là. C'était des meilleurs amis. Là. Je ne sais pas si c'était des meilleurs amis encore aujourd'hui, mais c'était un petit peu le même que la connexion s'est faite. Donc, on est allé jouer au golf avec eux autres. Puis en fait, Wayne Gretzky jouait au golf en arrière de nous autres. Sandwich entre Wayne Gretzky et fait que j'ai tout fait ce qui est en mon pouvoir pour pas avoir l'air d'une groupie. Là. Je vois ça cool, puis allô, comment ça va? Ouais, ça fait plaisir de te rencontrer. Mais en dedans de moi, là, j'étais all right, c'est le fun. Hein? Wayne Gretzky est là. La plus belle journée. Will Smith est là. Fait que, ouais, ça a été vraiment le fun. Tu as-tu parlé, qu'est-ce que tu as dit à Will Smith? Tu as parlé de Fresh Prince? Pas du tout. Justement, je voulais pas paraître comme une groupie. Je voulais pas lâcher avec ça. C'était plus allô, comment ça va? C'était vraiment des conversations vraiment générales. Puis en fait, c'est mon frère qui parlait plus que moi.
Mais on s'est échangé quelques mots, on a jasé un petit peu ensemble, mais pas plus qu'il faut, parce qu'il était en train, honnêtement, il était vraiment focusé sur son film. Il était en train de filmer le film Ali. Ah oui, OK, à ce moment-là. Ouais. Et à ce moment-là, ouais, c'est ça, je pense que c'était ça, le film Ali, à ce moment-là. Puis il était quand même, il commençait à apprendre ses textes pour ce film-là. Puis il s'en allait en tournage. Puis il était vraiment, mais vraiment focusé sur son rôle. Donc, mais il était dans le personnage. Il était en train d'entrer dans le personnage. Pendant qu'il jouait au golf? Écoute, tout le temps. Hein? Tout le temps, là. En tout cas, c'est qu'est-ce qu'on m'a dit, c'est qu'est-ce qu'on m'a fait comprendre. Puis c'est pour ça que j'ai pas beaucoup achalé, là, parce que je voulais pas trop y parler non plus. Puis comme j'ai dit, je voulais pas paraître comme une groupie. Il connaissait-tu ton frère? Oui, ben il se connaissait un petit peu. Puis ils s'étaient rencontrés peut-être une fois avant. Puis il avait organisé une game de golf parce qu'il y avait quand même le hockey. Puis je pense qu'il c'était des amis là, avec Dwayne Smith puis mon frère qui allait faire partie de l'agence. Ah. Donc, T'as-tu pris une photo avec lui avant de partir? Ou Oui, mais je l'ai jamais eu. Je l'ai jamais eu. On m'a dit qu'on allait me l'envoyer, mais finalement, je l'ai redemandé puis redemandé, puis je l'ai jamais eu. Mais mon frère, lui, en a une. Puis t'es pas dans cette photo-là? Je suis pas dans cette photo-là. God damn it! Exactement. Ah, il y a Vincent puis l'autre gars, c'est pas grave, juste j'étais là. Fait que je suis pas capable de prouver à personne que c'est vraiment arrivé, à part il y a mon frère qui le sait, puis c'est ça qui était là. Une question que j'ai toujours vue, on a eu quelques agents au podcast, mais une affaire que je voulais vraiment parler, qu'on n'a pas beaucoup parlé, c'est le 1er juillet, la date des agents libres. Oui. Toute la préparation menant au 1er juillet. Ouais. Exactement. Parce que là, on a eu un bel exemple cet été avec Tavares. Pat Brisson, il a fait un cahier de, pas combien, 100 000 pages. Je me souviens plus trop quoi, une affaire de, non, je dis pas 100 000, j'exagère, là, mais je pense que c'était des centaines de pages sur voici la vélée pour les contre tous les facteurs en jeu, blablabla. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas eu beaucoup parlé. Je veux que tu m'expliques comment vous vous préparez pour le marché des agents libres du 1er juillet pour, mettons, par exemple, un joueur on the bubble, un joueur établi, un joueur vedette. C'est sûr que c'est pas la même préparation, mais en général, si tu peux me parler de ça un peu. En fait, il n'y a jamais une année qui est pareille. Il n'y a jamais... À cause du marché? À cause du marché, à cause des joueurs, à cause des individus, je devrais dire. Chaque joueur, chaque individu. Comment je peux dire ça? Pour chaque joueur individuellement, c'est jamais la même chose. Quand il tombe agent libre, puis 1 an plus tard ou 2 ans plus tard, il redevient agent libre, les circonstances changent continuellement. Fait que c'est jamais la même façon qu'on se prépare. C'est ça que je devrais dire. Quand je dis on, je peux pas parler de ce qu'ils font ailleurs. Je peux juste parler de nous autres, qu'est-ce qu'on fait ici, mais il y a des choses qui sont vraiment simples. Il y a des joueurs qui me disent, ben regarde, moi, je veux même pas signer ailleurs. Fait que je veux qu'on signe une extension durant la saison parce que je veux pas devenir agent libre. Moi, ma vie est établie ici, ma famille est ici. Puis à moins qu'ils n'ont pas d'intérêt, à moins qu'ils m'offrent quelque chose de ridicule, ben je vais aller ailleurs, là, c'est correct. Mais sinon, je veux rester dans ce marché-là. Donc ça, c'est des cas qui vont se régler pendant la saison. Donc il y a des cas qui se règlent durant la saison ou tout de suite après la saison. Puis il y a d'autres cas, il y a des joueurs qui veulent juste changer de marché complètement, puis qui sont très en demande. Puis c'est là, comme j'imagine, comme Tavares, que dans ces situations-là, ben c'est là qu'on fait vraiment nos devoirs puis qu'on regarde toutes les possibilités. Mais il y a une préparation pour le joueur, mais une préparation aussi au niveau des besoins des équipes. Donc ça, c'est des affaires qui se préparent 1 mois à l'avance, des fois 1 mois et demi à l'avance, 2 mois à l'avance. C'est qu'on commence à monter des scénarios où est-ce que notre joueur pourrait être le meilleur fit. Où est-ce que ça pourrait être les meilleurs fits pour lui dans la Ligue nationale. Donc là, des fois, tu vas identifier 7-8 équipes, puis après ça, ben on parle aux joueurs, on regarde tous les pour, les contre, sa situation familiale, où est-ce qu'il pourrait peut-être avoir plus de temps en glace, un plus gros rôle, l'environnement dans lequel il va être. Il y a tellement le coach.
le coach. Il y a certains joueurs qui disent, moi, ce coach-là, ça ne marche pas, je l'ai déjà eu dans le passé, ça ne marche pas, ou j'ai eu des amis qui ont été coachés par lui, je sais que ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est des équipes qu'on va éliminer au fur et à mesure. C'est drôle, ça, par exemple, ton frère qui avait signé à Philadelphie, qui avait dit un des gros facteurs, c'était Peter Laviolette. Je te dirais le plus gros facteur. Le plus gros facteur. Ouais. Combien de games Peter Laviolette a coaché? Je pense que c'était 3. 3. Avant de se faire renvoyer. Oui, c'est pour ça que ça n'a pas bien été pour lui à Philadelphie. Là. On ne va pas se le cacher. Il a pris une décision basée sur un coach qui pensait qu'elle allait être là à long terme. Là, il y a un nouveau coach qui est arrivé, une nouvelle direction. Puis eux autres aussi, ils ont voulu mettre leur étampe sur qu'est-ce qu'ils faisaient comme nouveauté à Philadelphie. Puis Vincent ne faisait pas partie de ça. Donc... 3 games. Oui, après 3 games, puis après avoir signé un contrat de 5 ans, si on veut, quand il croyait dur comme fer, puis tout le monde croyait dur comme fer, que Pete Laviolette, il était là pour rester longtemps. Là. C'est qui lui a succédé? Ça a été... c'est Ron Extall qui est rentré à la place de Paul Holmgren. Oui, en haut, ça? En haut, ça, c'est au niveau du DG. Puis après ça, il y a eu Craig Berube. Je me trompe pas. Comme coach? Hein? Oui. OK. Donc ça, c'est donc le coach, un des facteurs aussi que vous checkez. Un bon exemple de ça, par exemple, un gars aussi qui est venu au podcast, un autre, je pense, un de tes clients, Anthony Duclair. Oui. Anthony, cet été, c'était un cas particulier. Tu vois, Anthony, il sortait de agent libre avec restriction. Il n'a pas été... ils n'ont pas eu d'offre de Chicago. Qualificative, c'est ça. Oui, il a été échangé. Il y a eu 2 saisons difficiles, les 2 dernières. Ouais. Là, vous étiez dans une situation où c'était comme un peu, c'était une importante. Il faut trouver un endroit qui va te mettre en valeur, que tu vas avoir une bonne saison pour reprendre le chemin que tu veux. Ouais. Comment vous avez abordé ça avec Anthony cet été pour choisir Columbus? Bien, en premier lieu, il y avait quand même beaucoup d'équipes intéressées, mais ça a été long avant qu'on ait des offres. C'est pas quelque chose qui est arrivé tout de suite. Mais on parlait à plein d'équipes. Fait que l'intérêt était là. On était convaincus que ça allait pas être long, qu'il allait signer là, très de bonne heure. Ouais. Mais finalement, il y a eu des signatures ailleurs, des équipes qui étaient beaucoup intéressées à lui, ils ont rempli le spot qu'ils voulaient remplir. Ouais. Donc, il n'était peut-être pas numéro 1 sur la liste de bien des équipes, il était peut-être numéro 2, 3, 4, 5. Puis les équipes ont commencé à remplir leur spot. Puis là, c'est devenu un petit peu plus difficile. Fait qu'il y avait quand même plusieurs équipes qui étaient encore intéressées. Ouais. Puis avec toutes ces équipes-là, en discutant, puis en parlant avec eux autres, tout ça, on a eu quelques offres, si on veut. Puis à la fin, celle qu'on trouvait qui était vraiment la plus intéressante, puis c'était pas une offre point de vue monétaire, parce qu'Anthony, il fallait qu'il relance sa carrière. Oui, côté hockey. Exact, côté hockey. Fait qu'il fallait le mettre dans le meilleur fit possible pour qu'il y ait du succès. Le meilleur environnement pour lui. Le meilleur environnement pour lui. Le meilleur environnement hockey pour lui. Le meilleur environnement où est-ce que le bon coach allait pouvoir le pousser à se surpasser, mais surtout donner des chances. Parce que il y a des coachs qui ne donnent pas de chance. Ils vont dire qu'ils donnent des chances, mais ils ne donnent pas des vraies chances. Ils donnent des chances pour que ça paraisse comme qu'ils ont donné une chance à un joueur, publiquement, mais souvent, ce n'est pas des vraies chances. Ouais, c'est ça. Puis il fallait un coach en qui on croit pouvait vraiment lui donner une vraie chance de se faire évaluer sans le tasser tout de suite. Anthony avait des choses à travailler. Il sait sur quoi il fallait qu'il travaille. Sa constance n'était pas là. Son conditioning durant la saison n'était pas tout le temps là. Il arrivait super en shape, mais des fois, dans la saison, il n'était pas super. C'est rien qui n'est pas familier, ça. Là. C'est des affaires qu'on a discutées, qui sait. Puis cet été, il a fait un commitment que tout ce qu'il fallait qu'il fasse, à 100%, il allait le faire. C'était plus juste une question de talent, c'était une question de survie aussi. Là. Il voulait survivre dans la Ligue nationale. Il ne voulait pas que sa carrière finisse. Puis le meilleur fit qu'on a pu trouver, moi, je pense à la fin, c'était Columbus. Columbus cherchait un genre de joueur comme ça qui n'allait pas coûter cher. Puis nous autres, on cherchait un coach comme John Tortorella qui aurait pu le relancer. Puis qui est mieux placé que mon frère. Fait que la première chose que j'ai faite quand on a commencé à parler d'Anthony, puis Anthony, je te le mentirais pas, là, il avait peur de John Tortorella. Là, il avait entendu toutes sortes d'histoires. Fait que là, je dis, gars, c'est pas moi qui peux te convaincre si c'est un bon coach, pas un bon coach. Il m'a jamais coaché, moi. Mais il a coaché mon frère. Il dit, t'es-tu correct si on l'appelle? Puis on lui demande son opinion. Il dit, oh ouais. Fait que j'ai appelé mon frère direct ici. Anthony était exactement assis. Où est-ce que tu étais assis en ce moment? Dans mon bureau. Ouais. Puis j'ai mis ça sur le speakerphone. J'ai commencé à parler à mon frère. Puis j'ai dit, écoute, j'ai Anthony Duclair avec moi. Il se connaissait déjà parce qu'on s'était déjà rencontrés avant. Ouais. Puis j'ai juste dit à Vincent, j'ai dit, écoute, Anthony, il veut savoir tout ce qu'il y a à savoir sur John Tortorella. Tu peux-tu lui dire comment est-ce qu'il est? Puis comment est-ce qu'il pourrait lui nuire? Puis comment est-ce qu'il pourrait l'aider? Puis mon frère, il a dit, regarde,
j'ai eu mes batailles avec lui. Là. On s'est chicanés, on s'est pognés, on s'est envoyé promener. Mais on a gagné une Coupe Stanley ensemble aussi. Puis voici qu'est-ce que j'ai pas aimé. Voici comment éviter des situations indésirables. Puis si tu es capable de faire ça, puis ça pour lui, il va aller à la guerre avec toi, puis il va donner toutes les opportunités au monde. Donc, Anthony est rentré dans cette conversation-là en se disant, no way, je ne veux pas aller à Columbus. Puis il est sorti de cette conversation-là en se disant, hey, c'est peut-être la meilleure chose pour moi. Donc, à date, on se croise les doigts, on cogne sur du bois. Il y a eu un camp pas pire, des games d'exhibition pas pire, au niveau du temps de glace et de l'opportunité. Mais il a tout le temps bien fait, il a tout le temps produit, il a tout le temps travaillé, tout le temps fait ce qu'il avait à faire. Puis là, de plus en plus, son temps de glace s'augmente, puis il joue de mieux en mieux. Puis John Tortorella commence à lui faire confiance. Puis là, c'est à Anthony de continuer d'y prouver qu'il peut continuer à lui faire confiance, puis lui donner des responsabilités, lui donner du temps de glace, lui donner du power play, puis le mettre dans des situations où qu'il va pouvoir avoir du succès. C'est drôle parce que tout le monde a une opinion de John Tortorella de psychopathe, parce que il arrive des médias, il va confronter les médias. Mais on a eu Pierre-Luc Dubois, par exemple, au podcast, qui est un bon exemple de jeune qui s'est fait mettre en confiance par John Tortorella. Puis il dit, il n'est pas de même avec nous. Il est de même des médias. Il donne un show, il distrait, mais il n'est pas comme ça avec nous. Au contraire, il a donné sa chance à Pierre-Luc. Tout ça. Ouais. Il a donné, de ce que j'avais entendu dire... il évoluait un peu aussi. Oui, on n'est plus les jeunes ont changé, fait que lui a changé. Je pense qu'il s'est adapté. Il s'est beaucoup adapté. Puis je pense qu'il comprend maintenant, il comprend beaucoup plus quand sévère, quand pas sévère. Puis il sait quand donner des breaks aux gars, il sait comment les challenger, quand leur rendre la vie dure, mais il est très conscient, je pense aussi, je ne vis pas ça par expérience, c'est plus par des commentaires que j'ai eus de mon frère et de d'autres joueurs qui ont joué pour lui, c'est que il est vraiment connecté à la réalité des joueurs, comment est-ce que les joueurs se sentent, puis qu'est-ce que les joueurs ont besoin. Puis d'un autre côté, comme je t'ai dit tantôt, il est capable de les challenger, puis des squeezer, si on veut, pour aller chercher le meilleur d'eux-mêmes. Mais tu sais, en pleine saison là, quand les gars commencent à être malades, fatigués, ils commencent à avoir des blessures, là, souvent, là, ils donnent des journées off. Des fois, c'est planifié à l'avance. Des fois, ils voient juste que les gars sont fatigués. Puis, hey, les boys, je ne veux pas vous voir à l'aréna aujourd'hui, tout le monde chez vous. Vous prenez une journée off, vous soyez avec votre famille. Ou vous venez à l'aréna, ils font une pratique de 20 minutes intense, partez. Allez-vous-en chez vous, relaxez. Fait que, je pense qu'il est vraiment capable de doser, savoir quand squeezer puis quand donner des breaks. C'est le genre de gars aussi que, je ne sais pas si c'était Vaclav Prospal. C'est un ancien joueur du Lightning de l'époque de ton frère. Ouais. Puis ton frère, je pense, rejoignait ces propos-là qui disait qu'il est devenu coach par après, puis il a appelé Torts pour avoir des conseils. Puis il disait, c'est drôle parce que c'est le genre de gars qu'on haïssait quand il nous coachait. Mais là, qu'on est rendu plus vieux, puis là, qu'on coach, on fait finalement, il était peut-être pas si cave que ça. Non. J'aimerais ça y parler. Et là, finalement, tu sais, comme ton frère qui dit on s'est pogné, puis ça. Mais il y a tout aussi le positif. Puis, parce que les gens se disent quand c'est qu'il coach encore dans la Ligue nationale, il est fou, tout ça. Ouais. Il n'est pas si fou que ça, là. Non. Pas du tout. Je pense que il est capable de mettre après. C'est comme le père de famille qui va être tough sur ses enfants. Lui, il appelle ça du tough love, là. Ouais. Fait qu'il est tough sur ses enfants, mais c'est le premier à défendre ses enfants quand quelqu'un veut les attaquer. Ben John Tortorella, c'est un petit peu ça avec les médias. Ouais. C'est le gars qui va être. C'est juste lui qui peut être tough avec ses joueurs. Si les médias essayent d'être tough avec eux autres, justement, c'est le premier à sauter sur l'occasion de les défendre. Il est tough parce qu'ils les aiment. Ouais. Exactement. Et avec ton frère, il y a eu le fameux contrat de 11 ans. Ça n'existe plus, ça, aujourd'hui. Les contrats de 11 ans, ils ont mis une limite à 8. Ouais. Il était 8 quand tu signes ta propre équipe. Ouais. Sinon 7. Sinon 7, exactement. Donc, quand il était racheté, tu travaillais pour l'agent, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu venir, ça? Quand vous l'avez vu venir? Oui, parce que il en parlait déjà. Il en parlait dans les médias un petit peu que c'est peut-être une possibilité. Fait que, quand que ça sort que c'est une possibilité, je veux pas, ça rentre dans ta tête un petit peu, tu commences à penser, tu commences à regarder, comme tu dis en anglais, the writing's on the wall. Ouais, tu sais que ça s'en vient. Tu sais que ça s'en vient, tu sais qu'il y a quoi qui s'en vient, puis c'est pas sûr, mais c'est une possibilité. Fait que c'est sûr que mon frère, quand il a eu l'appel, il était surpris, mais pas surpris en même temps. Oui, c'est plate, mais
Exact. C'est vrai. Oui, parce qu'il avait bâti sa vie là. Il Ouais. avait bâti sa vie à Tampa. Quand il a signé ce contrat-là, c'était pour finir sa carrière à Tampa. Là. Ouais. C'était pas pour dire, je m'en vais à Philadelphie puis je m'en vais à Los Angeles après. Ouais, c'est Il ça. voulait commencer puis il voulait finir sa carrière là. Puis maintenant, il retourne à Tampa, il habite là temps plein. Ouais. Tampa, c'est plus sa maison maintenant. C'est autant sa maison qu'au Québec, parce qu'il revient au Québec l'été 2 mois par année. Ouais. Mais sa vie est à Tampa. Québec, c'est sa place de vacances, dans le fond, l'été. Il peut-tu rester là-bas? Dans le fond, il est résident américain, genre? Oh, il est résident américain, exactement. Et es-tu citoyen américain? Oui, maintenant, il est rendu citoyen américain. Il est, Ouais, finalement. ouais. Sa blonde est québécoise aussi. Ouais. Les enfants, les enfants parlent du français. Oh, oui, les enfants parlent français. À la maison, c'est tout en français. Ah, OK. Oh, oui. On parle du juillet, on parle de UFA 2009, je pense. Ça a été là, repris depuis, mais ça a été comme avoué que ton frère est passé à un cheveu de se ramasser à Montréal, le fameux échange de ton frère à Montréal. À quel point c'est passé proche? Ben, c'était quasiment fait, là. En C'était fait, fait, là. c'était fait. C'était le propriétaire de Tempo. Oui, c'est Tampa qui a dit non, je signe pas là-dessus, je signe pas ça, on le change pas. C'était un des deux propriétaires aussi. Oui, exactement. C'était Lundberry. Qui est encore propriétaire? Non, pas du tout. Ça n'a pas duré longtemps. Ouais, c'est encore plus Non, drôle. c'était Oren Koulis puis Lundberry. Oren Koulis, lui, voulait l'échanger. Il y avait Brian Lawton qui était prêt à faire l'échange aussi, qui était le DG dans le temps. Puis Oren Koulis, il a dit « No way, moi, j'ai trop mis dans cette organisation-là. J'ai trop mis d'argent. C'est pas vrai qu'on va échanger notre joueur de franchise. » Puis ça impliquait Price. Il y avait beaucoup de pièces, là. C'était un gros truc. Écoute, je me rappelle plus parce que c'est arrivé une couple de fois. C'est le même scénario-là. Non, d'autres scénarios. Avec le Canadien. Avec le Canadien, oui, ça, je veux Ouais. dire. Mais celui-là en particulier, Price était dedans. Georges, Plekanec, c'est les noms qui revenaient. Oui, ces gars-là étaient dedans. Écoute, ça fait tellement longtemps, mais honnêtement, que je pense même pas à ça, que je m'en rappelle plus. C'est pas, y avait-tu Subban? Ça se peut aussi. Imagine. Ou c'est peut-être le choix que Subban était. Ou Subban était déjà là dans ce temps-là. Ou il venait d'être repêché, mais il n'était pas encore là. En tout cas. Il a été repêché parce que Subban, il était repêché en 2007, deuxième ronde. L'échange, plusieurs fois, ça a failli arriver, c'est en 2009. Ouais, je pense qu'il jouait junior majeur encore. Ouais, il jouait à la OHL avec Belleville. Ouais, c'était un prospect à emmener, exactement. Je ne me rappelle plus des noms qui étaient impliqués là-dedans, pour être honnête. Parce que ça si fait trop longtemps. tout ça, tu repenses à ça aujourd'hui, c'est de la folie. Imagine Subban, Price. Ouais. Plekanec était jeune à l'époque, ça fait 10 ans. Il était encore dans son prime. Ouais. Puis finalement, ils se sont virés vers. Oui, puis il y a même un autre échange qui était fait à Toronto. Là. C'était le même scénario. Là. Puis l'échange avait avorté. Écoute, des années puis des moments que je me rappelle même plus, c'est flou dans ma tête. Mais il y a quelque chose qui avait été quasiment fait à Toronto. Puis même à ça, au repêchage, si je retourne en arrière, à son repêchage, le Canadien avait essayé d'aller le chercher. Oui, 98, là, oui. Oui. Puis ils ont mis... C'était Régent Houle qui était DG dans le temps. Puis on se connaissait bien, ce Régent, parce que moi, j'ai joué avec son fils Jean-François quand j'étais plus jeune. J'ai joué avec son fils Jean-François Clarkson. OK. On habitait ensemble. OK. Donc, la famille. on se connaissait. C'est sûr que c'est pas lui qui nous a donné cette information-là, mais on l'a su par la bande, par d'autres personnes par après, qu'il y avait un deal qui avait quasiment été fait, mais le Lightning ont décidé de ne pas faire le deal. Ouais. Puis le propriétaire, dans le temps, c'était lui qui croyait qu'il y avait le prochain Michael Jordan. Je ne sais pas si vous vous rappelez sa déclaration-là. Il avait dit ça, non? Oui, il avait dit ça quand il a repêché, qu'on a le futur Michael Jordan du hockey. On vient de le repêcher. Pas de pression. Non, pas de pression. Il avait peut-être un peu exagéré. C'est sûr qu'il y avait un super bon joueur, mais un joueur de concession, mais peut-être pas. C'était pas mal de pression pour un jeune d'arriver puis se faire comparer à Michael Jordan par son propriétaire. Oui, qu'est-ce qu'il disait de ça, Vincent? Calme-toi. Honnêtement, on n'a jamais vraiment beaucoup parlé, mais c'est juste que il a trouvé ça un petit peu bizarre là, que le propriétaire dans le temps ait dit ça. Il était enthousiaste. Il avait juste hâte de commencer, puis je pense que ça y a passé, honnêtement, du coup, ça y a peut-être donné un petit coup, mais après ça y a passé du pied par-dessus la tête, puis il a juste continué à faire ses affaires. C'était quoi que le Canadien voulait donner pour monter premier? Puis ça devait... Écoute, il y avait tellement de joueurs impliqués. Je pense que Koivu était là-dedans. Il y avait des choix de repêchage. Il y avait plusieurs joueurs impliqués. Ah oui. Oh, ouais, c'était un échange à plusieurs joueurs. Ça s'était fait sur le floor, le draft floor? Ou la soirée d'avant, quelque chose comme ça. Là. Le trade avec Toronto que tu parles, c'était pas dans le contexte de rachat de contrat?
C'était pas supposé de ça? C'était pas échangé à Toronto, ils rachètent le contrat, puis là, que j'avais lu, là, puis que là, pour que Vincent re-signe comme UFA à Tampa, puis là, Bill Daly avait dit, hey, en passant, si tu rachètes un joueur, il n'a pas le droit de re-signer avec cette équipe-là. Je pense pas que c'était ça. Je pense que c'était quand il était à couteau tiré avec John Tortorella. Fait avant la Coupe ou après la Coupe? Ah, c'était avant. Shit. C'était avant. C'était quand il était à couteau tiré avec John Tortorella. Ça allait pas bien. Puis c'est là qu'à un moment donné, je pense que... C'est devenu une option. Ben, c'était Jay Feaster qui était DG dans le temps. Il est rentré, puis il a dit, regarde, c'est fini. Il n'y a rien. Il n'y a personne qui va être échangé ici. Il y a toi, John, faut que tu coaches Vincent, puis Vincent, faut que tu joues pour John. Ils avaient quasiment enfermé dans une chambre. Ils disaient, parlez-vous, arrangez-vous, parce qu'il n'y a rien qui va changer. John Tortorella va demeurer coach, puis Vincent Lecavalier va demeurer un joueur important pour le Lightning de Tampa Bay. Fait qu'arrangez-vous pour que ça fonctionne. Il avait raison, finalement. Ben, il a eu raison. Une couple d'années plus loin. Il y a couple c'était ensemble. Pas longtemps après. Ouais. Donc, non, c'est ça. Cool. Hey, avant de te laisser, parce qu'on a déjà un petit peu bossé l'heure, mais on peut pas ne pas en parler parce qu'on est présentement dans les quartiers généraux de Cortex. Ouais. Juste pour mettre en contexte, Cortex, vous, avant, vous étiez avec M5 Management. Cortex a acheté. Là, vous êtes un gros complexe qui est assez unique en son genre. Est-ce que ça existe ailleurs, ce qu'on a ici? Non. Ça n'existe pas, du tout. Qui est un genre de... Écoute, je ne sais même pas comment le définir. Un complexe multifonctionnel. Exactement. C'est le bon mot. Je vais te laisser l'expliquer parce que c'est... Ben, c'est multifonctionnel. Chez Cortex, on est vraiment chanceux. Là. C'est tout le temps ça que j'ai voulu, dans le fond. Depuis que j'ai commencé comme agent, on en parlait, moi et Ken, quand on a commencé à travailler ensemble. Ben, ça serait le fun de travailler, avoir nos bureaux dans un aréna, dans un centre d'entraînement, de tout avoir là. Ouais. Puis on parlait peut-être de même louer les locaux à un moment donné pour s'établir dans ce genre d'établissement-là. Ouais. Mais nous, quand on s'est associé avec Cortex, il y a une couple d'années, il y avait déjà ça en place. Il y a un aréna, un centre d'entraînement, des bureaux. Dans le fond, on a une chambre pour les joueurs, on a des thérapeutes. Il n'y a rien qu'on n'a pas dans notre bureau. Donc, c'est sensationnel. On est présentement là, à Montréal. On est sur la côte de l'Est. On voit l'autoroute par la fenêtre. Exact. Et en fond, on est dans le bureau aussi. Il y a vos bureaux à vous, la section management. Il y a une glace 3 contre 3. Ouais. Il y a des gyms, pas des gyms. Ouais. Des salles, des spas, sauna. Là, j'en oublie. Des bains froids. Des bains froids. Tantôt, on est passé, Vincent D'Anfous s'entraînait. Oui. Bien tranquille. Il va y avoir une deuxième glace qui va être construite, qui s'en vient éventuellement. Oui, je ne sais pas si on est supposé en parler. Ah oui, non, OK. Par le temps que soit je le coupe ou par le temps que le podcast passe, ça va déjà être construit. Oui, ça va commencer. Ça commence peu. Là. OK, c'est un secret, sinon je vais l'enlever. Non, je pense pas. Okay. Je pense que c'est connu quand même de plein de personnes en ce moment. Là, donc, OK. Ouais. Puis il y a aussi une autre affaire qui attire l'attention, c'est que Mitch Garber est un des investisseurs. Mitch Garber qui est quand même bien connu au Québec. Exactement. Ben, les investisseurs majeurs dans Cortex Management, c'est Dino Saputo Jr. Oui. Exact. Et Mitch Garber. Oui. Image Garber, exactement. Saputo est dans la même famille que Monsieur Impact, son frère. Oui, exactement. C'est le frère de Joey. Saputo. Donc, en fait, vos clients, les joueurs, peuvent venir ici l'été, quand ils veulent, mais c'est juste que l'année, ils sont en train de jouer. Là. Ouais. Ils peuvent s'entraîner hors glace, sur glace. Ils peuvent manger ici. Il y a des télés, il y a des gyms, il y a des soigneurs. Ouais. La totale. Oui, on a un restaurant, ils peuvent amener leur propre lunch ici parce qu'il y en a qui suivent des diètes spéciales. Ouais. Donc, on a des frigères pour ça, on a des micro-ondes, on a tout. Là. On a des places de relaxation avec table de billard, ping-pong, des places où est-ce que les joueurs peuvent jouer des jeux vidéo en petite quantité. Là. On n'advertise pas trop ça, là, des jeux vidéo, mais c'est vraiment une place de relaxation, une place aussi où est-ce qu'on a des joueurs qui vont prendre des cours d'été. Oui, ça, c'est important. Donc, des joueurs qui prennent des cours d'été en ligne, qui peuvent étudier ici, soit juste l'été ou à l'année longue. Puis, c'est vraiment un endroit pour que l'athlète puisse, dans le fond, passer toute sa journée. On a des courts de basketball que tu n'as pas vu à l'extérieur aussi. Il fait beau. Donc, quand il fait beau, il y a vraiment, vraiment tout. On a même une petite piscine là, pour la thérapie et également pour l'entraînement en piscine. Puis ça, il n'y a aucune autre agence de joueurs qui a ça? À ma connaissance, non. OK. Tu as parlé de jeux vidéo, c'est comme un nouveau topic, un nouveau sujet qui est quand même assez dans l'air du temps.
par rapport à... Parce que je regarde beaucoup, surtout dans le contexte du repêchage, les rencontres entre les joueurs et les équipes. Ça. Ouais. Et là, les équipes, leur nouveau focus, là, c'est comme le nouveau message. Pas le message, mais en tout cas, un nouveau point important. Les jeunes... Parce que là, c'est Fortnite là, qui est la grosse affaire. Tu as un gars de 17 ans, pas mal sûr, qui joue à Fortnite. Là, les équipes sont comme là. C'est leur gros red flag. C'est les gars qui jouent aux jeux vidéo parce que, apparemment, qu'ils jouent tellement, ils se couchent à des heures pas possibles, puis ça affecte leur rendement grandement. Oui, bien écoute, s'il y a des red flags pour les gars qui jouent aux jeux vidéo, il va y avoir des red flags sur tous les joueurs, 95% des joueurs. Parce qu'ils jouent tous aux jeux vidéo. La différence entre le gars qui va jouer aux jeux vidéo de temps en temps et le gars qui va se coucher très tard parce qu'il est accro aux jeux vidéo. Il y a une grande différence entre les deux. Là. J'ai plein de clients là, qui vont jouer à des jeux vidéo, mais ceux qui sont accros, il y en a, mais il n'y en a peut-être pas tant que ça. Mais est-ce que c'est vraiment différent que dans le temps, c'était d'autres choses? À un moment donné, c'était des films. Il y en a qui écoutaient des films bien tard. Après ça, il y a eu les gars qui sortaient. Il y a eu la génération où les gars sortaient, faisaient le party, puis qui... ils buvaient comme des trous. Oui, c'est ça. C'était l'alcool. C'est-tu pire que ça? Non, je pense que tu as un petit pourcentage de joueurs qui vont être accros à sortir puis à faire le party, comme qu'il y a un petit pourcentage de joueurs qui sont accros aux jeux vidéo. Il y en a qui aiment jouer aux jeux vidéo. C'est une activité comme une autre, mais l'important, c'est de savoir quand arrêter. Ouais. Fait que si les joueurs vont jouer en petite quantité pour se divertir, relaxer, je vois aucun... Moi, personnellement, je vois rien de mal à ça, mais le gars qui va jouer puis qui va se coucher à 3 heures du matin, 5-6 jours par semaine, mais là, oui, on a un problème. En terminant, j'ai vu une affaire qui est vraiment intéressante sur votre site. On sait que vous gérez les contrats, c'est la partie plus connue du métier d'agent. Mais il y a aussi des trucs que je voyais qui étaient vraiment intéressants que je voulais que tu spécifies pour moi. Comme par exemple, investissement. Ouais. C'est une section, ça, que vous faites, l'investissement. Les joueurs, pendant leur carrière, souvent bénéficient d'avoir des liquidités importantes et peuvent les placer. Comment ça fonctionne? C'est quoi les investissements les plus populaires pour un joueur pour rentabiliser l'argent pendant que... Parce qu'à un moment donné, ça va arrêter cette rentrée d'argent-là, aussi importante, là, souvent. Ouais. Comment on gère un portfolio? Bien, la clé en partant, c'est, quand ils sont bien jeunes, c'est d'établir des budgets. Parce qu'il y a des jeunes de 18, 19, 20 ans qui vont tomber, surtout ceux qui jouent dans la Ligue nationale à un jeune âge, qui vont tomber dans beaucoup d'argent rapidement. Donc, c'est d'établir des budgets puis des stratégies pour mettre de l'argent de côté le plus rapidement possible. Mais ensuite de ça, les stratégies d'investissement, moi c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de négocier des contrats. Okay. Mais on a des gens qui travaillent pour nous dans la compagnie qui sont spécialisés là-dedans, qui sont spécialisés dans les stratégies d'investissement. Mais c'est pas nous, en tant que tel, la compagnie, qui investit l'argent. Okay. On a des gens qui quarterback ce processus-là pour s'assurer que tout ce qui est fait pour nos clients, c'est fait de la bonne façon. Ouais. Donc, c'est dans le fond des experts en investissement qui travaillent pour nous, qui supervisent d'autres experts en investissement. Okay. Donc, c'est pas nous-mêmes qui investissons l'argent des joueurs, mais c'est quarterbacké, c'est vérifié sur une base régulière, là, à chaque jour, à chaque semaine, pour s'assurer que tout fonctionne comme c'est supposé fonctionner. OK. Puis c'est quoi les domaines d'investissement les plus populaires? Ah, c'est vraiment tout. L'immobilier? Oui, c'est comme dans n'importe quoi. C'est vraiment là, des stratégies d'investissement pour avoir des portfolios bien répartis. Diversifiés. Donc, il n'y a rien, en tout cas, sous notre recommandation, il ne va rien avoir que tu mettes tous tes œufs dans le même panier. Là. C'est vraiment des stratégies qui vont être bons à long terme. Parce que les joueurs de hockey, c'est des gens qui font beaucoup d'argent à un jeune âge. Après ça, il n'y a plus de revenus. Là. En tout cas, plus de revenus importants comme dans le temps qu'ils ont joué au hockey. Donc, d'en mettre le plus de côté possible d'une façon intelligente pour s'assurer que cet argent-là continue de croître à un rythme intéressant, mais sans prendre de risques, sans qu'il y ait trop de risques. Puis la portion, il y a une portion, ça me ferait le mot conciergerie. Oui. C'est quoi ça? Écoute, ça, c'est des services personnalisés aux joueurs. Qui sont offerts. Puis ça, c'est vraiment tout ce qui est service de voyage pour les joueurs qui veulent faire des voyages d'été, des joueurs qui veulent vivre des expériences divertissantes comme aller à des shows, des restaurants dans lesquels c'est quasiment impossible de rentrer. Dans le fond, on leur donne accès à tout ça avec cette partie-là de notre compagnie. Organiser les voyages de famille. Exactement, voyages de famille. Faire entretenir l'auto. Tout l'aspect valet. Exactement. Si on veut. C'est exactement.
Fait que ça, vous vous occupez de ça pour les gars. Oui, absolument. Puis, il y a aussi une affaire qui est encore plus intéressante, la transition post-carrière. Oui. Quand un joueur finit, est-ce que vous le jetez au vidange comme une vieille guinée? Pas du tout. Bien, premièrement, ils peuvent continuer de travailler avec nous autres pour le reste de leur vie, si on veut, parce qu'on peut continuer de s'occuper de tout ce qui est la portion affaires de leur carrière. Donc, on négocie plus de contrat, mais on peut s'occuper de la portion affaires de leur carrière. Mm-hmm. Puis, au niveau conseil d'après-carrière, on a des gens extrêmement compétents pour ça, en Lino Saputo puis Mitch Garber. Certaines autres de leurs connaissances et certaines autres de nos contacts qui vont aider nos joueurs à trouver des opportunités d'après-carrière ou de les aider dans leur choix d'après-carrière. Mm-hmm. Donc, on est choyés de ce côté-là. Nos clients sont choyés, je devrais dire, parce qu'ils ont une expertise qu'il n'y a pas vraiment ailleurs, avec des gars comme justement Mitch Garber et Lino Saputo Junior. Puis, y a-t-il un exemple de gars, par exemple, d'après-carrière que vous avez aidé à trouver un nouveau domaine ou c'est parce que souvent, des fois, quand tu finis comme joueur, tu te retrouves devant rien. Là. En fait, on l'a fait dans le passé, mais veux pas, Cortex Management, c'est assez récent. OK. Donc, ça commence. Ça commence. Avant, ça fait à peu près 2 ans là, qu'on travaille avec... que nos propriétaires sont Mitch et Lino. Ouais. Donc, on n'a pas vu beaucoup de ça à date. Là. C'est vraiment dans le premier stage, mais on a ces ressources-là que pas d'autres compagnies ont ailleurs. Absolument. Phil, merci. Ben, ça fait plaisir. Merci à vous, podcast. Merci d'être venu me rencontrer à nos bureaux. Bien apprécié. Ça a passé vite. Oui, ça a passé vite. Combien de temps tu penses qu'on a fait? 1h05? 1h30. T'es-tu sérieux? Je te l'avais dit. Wow. Merci. Puis, si ton frère est là dans les 15 minutes qu'il est au Québec, tu nous l'enverras. Ça marche. On va voir les détails. Super. Merci. Merci beaucoup. Un énorme merci à Philippe de m'avoir ouvert les portes de Quartex. Vraiment super généreux. Il m'a fait faire le tour de l'endroit, le temps que ça a pris. Puis vraiment, ça a été une superbe expérience. Merci aussi pour le temps, pour l'entrevue. Ça a été vraiment un réel plaisir. Je sais, les fans vous entendent. Oui, on veut Vincent. Calme, on travaille fort. On travaille très fort. On touche du bois. Peut-être, sait-on jamais. Vincent, on l'espère, viendra faire un tour un jour au podcast. Sinon, je vous dis d'aller faire un tour sur notre page Patreon. Oui, patreon.com/DreadSurTape. Et ça peut être vous le mois prochain. Ça va être votre nom qu'on tire du chapeau pour le package DreadSurTape. Et bien sûr aussi se voir au party de fin d'année. Ça va être un party de fin d'année de DreadSurTape qui est un enregistrement. Ça va être nice. Juste aller faire un tour sur notre page Patreon. Vous ne le regretterez pas. Sinon, on se voit la semaine prochaine. C'est le dernier épisode de l'année. Je vous donne même un scoop. C'est un ancien joueur du Canadien. C'est un gars, si vous avez regardé le Canadien dans les années 2000, c'est un gars de cœur que les fans adoraient. Je vous en dis pas plus. On se voit la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison 3 de DreadSurTape. OK, bye-bye now.